c'est parti pour les vraies voix des JO ce soir sur Sud Radio jusqu'à 19h. Vous le savez, les Jeux de Paris, comme on les vit nulle part ailleurs, sur les plateaux avec nos vraies voix exceptionnelles. Chaque soir, vous le savez, les membres du collectif des championnes et des champions français, le CCCF. Je vais vous présenter le plateau de ce soir dans une poignée de secondes. Au programme de nos débats, tout à l'heure à 17h30, entre les polémiques et les guerres entre dirigeants internationaux, la présence de la boxe est-elle en sursis au jeu? Ce soir, vous le savez, alors que le boxeur français Sofiane Oumia va peut-être décrocher l'or, les polémiques, elles s'enchaînent entre la Fédération internationale qui est dirigée par un Russe et le CIO compromettant son avenir dans les sports olympiques. On va décrypter tout cela également avec Alban Benasser qui est membre du collectif, également avocat et surtout ancien boxeur. 18h30, 35 environ, on parlera de ces nouvelles épreuves de breakdance qui arrivent. Est-ce un vent de renouveau pour les JO? C'est la première fois que le breakdance va venir en compétition officielle et on aura un homme d'anthologie pour tous ceux qui ont moins de 20 ans, les moins de 30 ans, les moins de 50 ans qui le connaissent. Voilà. C'est celui qui a fait venir le hip-hop en France, c'est Sydney. Alors vous connaissez peut-être, souvenez peut-être de cette émission HIP HOP. C'est lui qui va venir nous voir tout à l'heure et nous parler de ce long chemin pour faire reconnaître finalement le breakdance comme une véritable discipline sportive et olympique. Ça sera sur les coups de 18h35 40. Avant cela, vous les avez déjà entendus, ils sont prêts, ils sont en forme. Patrick et Ouzan, bonsoir. Pascal, j'ai dit Patrick. Pascal, oh là là. On voit que le hand, ça t'a marqué. Ouais, je suis totalement chamboulée. Depuis tout à l'heure, je ne m'en remets pas. Je suis quasi en deuil. Pascal et Ouzan, vous êtes président du collectif des championnes et champions français, quadruple champion du monde de tumbling. Et c'est vrai que vous étiez à la base, vous aussi, de l'arrivée du hip-hop. Ouais, vous allez nous raconter tout ça. Breaker. Vous allez tout comprendre de ce qui s'est passé dans coulisses pour en arriver là. Marion Cligné, qui vient toujours en vélo, elle a descendu le Mont Valérien à fond. Elle n'a pas fait les tours qu'elle fait d'habituellement autour de l'hippodrome à se disputer avec tout le monde. Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques, c'était en 96 et en 2000. Et bien sûr, Antoine Mazer, journaliste sportif Sud Radio pour notre fil rouge sur les JO. Alors, petite journée encore, hein, pas trop de bonnes nouvelles. Non, pas forcément. Ça a commencé avec le handball, l'élimination. On en reparlera bien sûr tout à l'heure. Cette équipe de France qui a perdu contre l'Allemagne d'un but. Et cette scène où l'équipe de France menait à 5 secondes de la fin de ce match et qui malheureusement s'est inclinée en prolongation au bout du bout. Mais par contre, une bonne nouvelle, c'est en tennis de table. L'équipe de France s'est qualifiée. L'équipe de France par équipe masculine s'est qualifiée en demi-finale. Alors bien sûr, ils affronteront la Chine en demi-finale. Le grandissime favori, c'est tout simplement le 1, 2, 3 et 4 numéros mondiaux. Donc ça va être compliqué, mais en cas de défaite, ça peut aller chercher une médaille pour le bronze. Donc imaginez 2 médailles en tennis de table, ça peut être exceptionnel. On va suivre quand même le quart de finale féminin, France-Allemagne. 18h, France-Allemagne du côté de Bercy. Puis bien sûr, on suivra la soirée d'athlétisme. Et à 20h, bien sûr, 20h, demi-finale, France-Italie en volley. Là aussi, les champions olympiques en titre, les volleyeurs vont essayer d'aller se qualifier en finale. C'est quand même pas de chance de tomber 2 fois contre les Chinois au ping, là. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient pu être dans une autre poule. Hein. C'est les tableaux, c'est les tirages au sort. Et forcément, quand c'est tombé en début de compétition, on s'est dit, il faut au moins aller jusqu'en demi. Mais on n'oublie pas, bien sûr, la boxe ce soir avec Sofiane Oumia. Absolument. On va en parler, bien sûr. Ah oui, on va en parler, pas qu'un peu. On va aussi aller du côté du Standard pour retrouver notre auditeur du jour, notre vraie voix des JO. C'est Sylvain. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Merci de m'accueillir. Ça va super bien. Vous êtes du côté de Tours. On est bien d'accord. Vous êtes en vacances ? Ouais. Ah. Ouais. Et c'est quoi le programme des vacances ? Un peu de JO, un peu de sport ? Pas trop. C'est ça. Avec ma famille, madame qui est en vacances là pendant 4 semaines, on va partir. Et puis pour l'instant, on fait 2 semaines à la maison pour profiter du beau temps, profiter un petit peu de l'été, de la maison, 2-3 choses à faire. Et puis après, on se réserve 15 jours pour partir ensemble en vacances du côté de la Bretagne. Voilà, quand il y aura un petit peu moins de monde sur les bords de plage, on sera très content. Exactement. Et en plus, avec peut-être possiblement même un meilleur temps, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins de chaleur. Sylvain, vous aviez un coup de cœur pour une légende qui a fait ses adieux finalement au tournoi olympique, mais que tout le monde admire évidemment, c'est le tennisman Djokovic pour son titre.
Alors, ses adieux, on ne sait peut-être pas, parce qu'il a dit qu'il voulait jouer à Los Angeles en 2028. Oh là. 37 ans, il a. Alors la question qu'on a un débat, parce qu'on parlait de Nicolas Karabatic, était-ce le tournoi de trop pour lui, mais quand est-ce qu'il faut s'arrêter quand on est tout en haut? Il faut savoir s'arrêter peut-être. Ah oui, ouais. Mais en tout cas, là, pour Djokovic, l'histoire, elle est magnifique. C'est le seul titre qui lui manquait. Voilà, après avoir fait une finale magnifique contre probablement le meilleur joueur de ces 15 prochaines années, qui a déjà 4 grands chelems à 21 ans. Au passage, il bat Rafael Nadal à Roland-Garros chez lui, sans débat. Et puis voilà, il fait une super finale. C'est Djokovic, c'est le résistant, c'est celui qui a été maudit quand il était jeune et qui déclarait forfait ou qui a abandonné les matchs si souvent. C'est celui qui a couru derrière Federer et Nadal. C'est celui qui a été renvoyé de l'Open d'Australie comme un pestiféré. Et au final, c'est le plus fort, quoi. C'est celui qui finit le jeu. Allez, on lui souhaite juste de gagner encore 9 tournois et de battre le dernier record, celui de Jimmy Connors, des 110 tournois gagnés en carrière. Et puis après... C'est un ogre. Après, ce sera la fin, ouais. Je pense que c'est le plus grand des plus grands, un des plus grands tennisman, il n'y a aucun problème. Et puis sportif sûrement, quoi, parce qu'il y a la dimension psychologique. À ce sujet, Pascal Eouzan. À ce sujet, je sais que quand le tennis est arrivé aux Jeux Olympiques, on était extrêmement critiques, nous les sportifs, parce qu'on estimait que c'était pas une compétition qui devait être ouverte à ce type de sport, parce qu'ils avaient des grands chelems qui étaient plus importants pour eux. Mais moi, ce qui me ravit aujourd'hui, et je change d'avis, c'est que on voit que faire les jeux pour eux, c'est extrêmement important. Ouais. Ça a été important pour Federer, pour Nadal, pour Djoko, qui sont même pour Alcaraz, qui a annulé sa participation au Master quand il faisait les jeux. Donc voilà, je suis ravi de voir que le phénomène olympique les a séduits et qu'ils sont contents de le faire et de le gagner. Comme s'ils prenaient ça au sérieux. Il prend ça très au sérieux, avec une émotion dingue quand il tombe en pleurs dans les bras de sa famille, parce qu'il avait enfin décroché un titre olympique. Sylvain, vous pouvez rester avec nous, parce qu'avec vous et nos vraies voix des JO, on va accueillir une toute nouvelle jeune médaillée olympique, et on en est très très fiers sur Sud Radio. Et je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour celle qui est la nouvelle vice-championne olympique de canoë-cross. Elle nous vient d'Ardèche, elle a 24 ans. C'est un rayon de soleil, c'est Angèle Hugues. Bonsoir Angèle. Bravo. Merci beaucoup. Nous sommes des milliers à vous applaudir. Alors on sait que vous êtes du côté du Club France. L'ambiance monte. Alors est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage, Angèle ? Alors écoutez, c'est la première journée un peu plus calme depuis le podium. J'ai beaucoup enchaîné après ça. J'ai même pas récupéré mes affaires. Voilà, je suis direct partie pour tout ce qui m'attendait après. J'en avais aucune idée, mais voilà, c'était des bonnes expériences. Allez, vous voulez qu'on vous reprojette en arrière de quelques heures? On va réécouter les dernières secondes que l'on a vécues nous sur nos téléviseurs, et vous dans votre canoë. Allez, on écoute. Connaissent bien Noémie, la Marseillaise, elle court pour l'Australie, et notre l'histoire, pas loin d'adoption, Angèle Hugues. Elle est belle l'histoire. Alors, quand vous entendez ça, Angèle, est-ce que vous considérez que ça reste le plus beau souvenir jusqu'à présent de votre très très jeune carrière? Oui, carrément. C'est la première médaille olympique. Je pense que ça reste toujours en mémoire. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc voilà, vraiment, c'est génial. Par contre, ce que je voulais vous dire, Angèle, c'est que j'ai regardé la finale, et c'est un sport de combat là, à la fin, parce que ça se bastonne un peu là sur les obstacles, là, sous les obstacles. Oui, carrément. C'est vrai que c'est beaucoup de confrontations. Je pensais pas être faite pour ça au moment de l'apparition de cette discipline il y a 3-4 ans, mais voilà, finalement, si. Ouais, alors quand vous dites je pensais pas être faite pour ça, c'est une discipline où il faut jouer des coudes et des pagaies et pas avoir peur du défi. C'est quoi qui a fait la différence finalement sur cette dernière épreuve, en fait, cette finale? Alors je pense que c'est le fait de rien lâcher jusqu'au bout. C'est vrai que j'étais à mi-parcours 4e, c'est-à-dire dernière de la finale.
Mais finalement, je me suis jamais dit que c'était fini. Je me suis jamais dit que la médaille, elle était perdue. Et j'ai réussi à rester lucide jusqu'en bas. Et ça a donné du coup la 2e place. Alors nous, on avait eu vos proches, mais surtout votre club d'origine du côté de l'Ardèche, où ils avaient installé écran géant et barbecue et tout ce qui va bien pour vous suivre. Ça va être quoi maintenant les prochaines heures, les prochains jours pour la toute nouvelle vice-championne olympique de canoë cross, de kayak cross? Ce sera du coup de bien profiter à Paris jusqu'à la fin des Jeux. Bien sûr, participer à la cérémonie de clôture, c'est à faire à Paris, forcément. Bah oui. Vous aviez fait la cérémonie d'ouverture? Ouais, bien sûr. À la totale. Bout, ouais. Jusqu'au bout. Vous perdez pas une miette, c'est impossible. Ouais, j'ai bien croqué mes premiers Jeux olympiques, on va dire. C'est ça. Et la vie au village, elle est comment? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors. Je dormais pas au village du coup avec l'équipe canoë slalom. On était sur Vers-sur-Marne, mais on est passé au village pour visiter. Et ce que je disais, c'est que l'ambiance est vraiment, on ressent vraiment les valeurs du sport et des Jeux olympiques finalement, avec vraiment toutes ces nations qui sont les unes contre les autres sur le terrain, mais vraiment en unité dans le village. Et c'est vraiment un bel esprit, je trouve. Antoine Mazin, une petite question pour vous, Angèle. Oui, bonsoir Angèle. Justement, cette nouvelle discipline qu'un petit peu tout le monde a découvert. Beaucoup ont apprécié justement. Parlez-nous un petit peu de cette nouvelle discipline, parce que vous, au départ, vous n'étiez pas trop programmé, on va dire, pour faire du kayak cross. Vous étiez plus programmé pour du slalom. Vous n'avez pas été qualifié. Justement, vous avez dû rebondir pour pouvoir aller chercher dans cette discipline. C'était pas vraiment trop le programme qui était prévu en plus. Oui, c'est vrai qu'à la base, donc, ceux qui font du kayak cross maintenant viennent du slalom. On fait pour la plupart encore du slalom à côté. Donc c'est vraiment un double entraînement. C'est vrai que ça faisait un petit peu peur au début de s'y mettre. Mais finalement, c'est une discipline qui complète énormément notre discipline de base, et les deux disciplines se complètent bien. Pour être fort en kayak cross, c'est vrai qu'il faut complémentariser par rapport à la technique que représente le slalom et ajouter toutes ces qualités de confrontation, on va dire. Et ça n'a pas été trop dur de ne pas être qualifié pour l'épreuve auquel on était programmé au départ, parce qu'il fallait encaisser un petit peu cet échec-là, j'imagine? Oui, c'est sûr que quelques mois avant, je loupe ma sélection en slalom, du coup. Mais l'idée de ne rien lâcher, à l'image du match final, il y a 2 jours, ça a fait que j'ai pu me retrouver ici et décrocher une médaille quand même. Alors évidemment, quand on décroche une médaille dans les disciplines du kayak, forcément on pense à Tony Estanguet. Vous l'avez croisé, je crois, Angèle, et vous vous entraînez dans un plan d'eau que lui connaît très bien aussi. À Pau. Et oui, je m'entraîne à Pau, du coup, là où Tony s'entraînait également pendant sa carrière. Je l'ai vu juste avant le podium et j'étais super fière. J'ai pu lui faire un câlin, donc ça faisait beaucoup d'émotions de sa part. Vous avez fait un hug, c'est ça? Voilà, exactement. Moi, j'adore le départ toboggan. Moi, je trouve que ça devrait être plus long, en fait. Vous devriez partir d'un truc avec des virages. Mais c'est pas Aqualand non plus. C'est pas la discipline. Bon. C'est pas Aqualand, mais en tout cas, c'est le même plaisir au départ. C'est ça. Angèle, donc là, vous êtes ce soir donc au Club France. Vous attendez la célébration des médaillés, c'est ça, ou c'est déjà passé? Racontez-nous. Alors, je suis passée en célébration au Club France il y a 2 jours, du coup, le soir de ma médaille. C'était inoubliable d'ailleurs, vraiment génial. C'est génial. Et je serai au Club France jusqu'à la fin des Jeux, un petit peu tous les jours je passerai, parce que on a des sollicitations aussi là-bas, et on dort juste à côté pour honorer ces sollicitations. Donc vous pourrez peut-être me croiser là-bas. Si on arrive à rentrer, parce que c'est difficile d'y mettre un orteil, vous savez. Oui, si on n'a pas une médaille d'argent comme vous autour du cou, c'est compliqué. En tous les cas, on vous félicite chaleureusement, Angèle, pour cette médaille d'argent de cette nouvelle discipline très spectaculaire et qui a fait certainement beaucoup d'émules. Et vibrer l'Ardèche aussi. Et l'Ardèche, vive l'Ardèche, bien sûr. Ce beau oui, merci beaucoup. Allez. Et vive l'Ardèche. Et vive l'Ardèche, absolument. Merci beaucoup, Angèle Hugues, qui était avec nous dans ces vraies voix des JO et cette discipline du kayak cross. Oui, c'est vrai, on aurait cru des jeux vidéo au début, c'était assez étonnant, on en souriait, mais c'est une discipline à part entière et extrêmement spectaculaire. Vous savez, les amis, si jamais Toulouse était au classement des tableaux des médailles comme un pays, vous savez où est-ce qu'elle se situerait? 10e. Ouais.
entre la 10e et la 12e place des nations. C'est pas mal, hein. Ouais, On va avoir le maire de Toulouse dans un instant parce qu'il y a effectivement beaucoup de médailles pour des sportifs toulousains et ce n'est pas terminé. Voir un tout petit peu aussi comment on se prépare à recevoir ce flot de médaillés olympiques qui vont arriver dans une ville qui m'est chère, mais aussi simplement une certaine fierté. Voilà. Alors, oula, ça y est. Non, vous n'avez pas regardé combien il y a de Bretons là-dedans, parce que pas parce qu'on habite à Toulouse qu'on n'est pas Breton. Hein. Toulousain un jour, Toulousain toujours, vous le savez bien. Allez, mais il n'y a pas que Toulouse dans la vie, mais simplement on va en voir le point avec Jean-Luc Moudin qui est notre invité dans un instant, et vous êtes bien sur les vraies voix, dans les vraies voix des JO jusqu'à 19h. À tout de suite. Actif des championnes et des champions français ce soir, Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux en 96 et en 2000. Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling, président de ce collectif des championnes et champions français. Et tout à l'heure, on parlera aussi avec l'un de vos membres de la position de la boxe aujourd'hui, tous les débats qu'il y a autour de ça, avec l'un des membres, Alban Benasser, ancien boxeur professionnel, mais aussi avocat. Donc il va nous éclairer. Mais on voulait faire un petit coucou, en tous les cas un focus sur une ville qui s'apprête, après ces Jeux, à recevoir des médaillés olympiques comme jamais peut-être dans son histoire elle n'en a connu. C'est la ville de Toulouse. Bonsoir Jean-Luc Moudinque. Bonsoir. Je présume que, comme nous, vous suivez les sportifs toulousains qui brillent par ces médailles. On le disait juste avant de vous recevoir que si Toulouse était un pays au nombre de médailles, elle se classerait quand même dans le top 10, le top 12 des nations grâce à toutes ces médailles d'or déjà glanées, Léon Marchand, Antoine Dupont avec le rugby à 7. Et ça n'est pas terminé avec Sofiane Oumia ce soir en boxe. Une médaille promise, de quelle couleur on lui souhaite l'or, et Bilal Benama demain. Mais on n'oublie pas non plus le pongiste Simon Gauzy qui est avec les frères Lebrun en ce moment en train de disputer leur tournoi par équipe. Alors la fierté du maire que vous êtes, elle est de à quel niveau, Jean-Luc Moudinque? Je suis heureux parce qu'on parle de Toulouse, on parle de Toulouse en bien, et on donne à voir une facette de Toulouse au fond qui n'était pas très connue. Parce que Toulouse, quand on parle sport, on pense aussi au rugby, et évidemment, la première médaille française en or, elle a été, entre autres, due à des Toulousains, que ce soit Nelson Épée ou Antoine Dupont, pour le rugby à 7. Mais ce qui me fait plaisir dans ce qui se passe, c'est que on met le focus sur d'autres sports, parce que Toulouse, c'est une ville sportive avec des talents dans des disciplines extrêmement variées. Nous sommes une ville où il y a 90 000 licenciés sportifs, où il y a 550 installations sportives municipales, où il y a également 7 clubs dans l'élite et dans des disciplines différentes. Et donc cet aspect-là du dynamisme toulousain, qui complète le dynamisme économique, qui complète le rayonnement culturel avec l'orchestre du Capitole, au théâtre du Capitole, c'est quelque chose effectivement qui rend justice à tous ces Toulousains qui font du sport et qui participent au rayonnement de la ville et à l'excellence dans leur propre spécialité. Est-ce qu'il va falloir ouvrir le Capitole et la place pour l'accueil de tous ces médaillés, comme quand le Stade Toulousain revient avec un bouclier, monsieur le maire? Alors on est en train de réfléchir à tout ça, parce qu'effectivement il faudra fêter nos sportifs, nos athlètes, à la fois ceux qui ont ramené des médailles. Il y en a beaucoup, effectivement, il y a pas moins de 9 médailles qui, parmi les médailles françaises, sont portées par des Toulousains. Mais je souhaite aussi remercier tous les athlètes qui auront participé et qui n'auront pas remporté de médaille. Alors on attend que les Jeux soient terminés, tous les Jeux, parce qu'après les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympiques. Et puis effectivement, à l'automne, sans doute au mois de septembre, c'est pas évident de faire coïncider l'agenda de toutes ces célébrités sportives, mais j'espère qu'on y arrivera. Et à ce moment-là, effectivement, on les célébrera, on les remerciera. Et je souhaite que ce soit pas une fête officielle, mais que ce soit une fête populaire, comme on fait avec le Stade Toulousain, comme on a fait avec le TFC également, qui a brillé aux élites en remportant la Coupe de France. Voilà, donc on va célébrer tout ça, et ce sera un moment de partage et de joie. Et quand on voit l'actualité qui est morose trop souvent, eh bien on se dit que heureusement qu'il y a le sport, car le sport à la fois pour rassembler les gens, rassembler un peuple qui est souvent trop divisé, et puis pour amener de l'optimisme.
Alors, il y en a certains qui demandent à ce qu'il y ait une piscine Léon Marchand, et notamment à Toulouse, que le bassin soit récupéré de celui qui était à l'Arena à Paris. Est-ce que c'est dans les cartons ou pour l'instant c'est trop tôt? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Jean-Luc Maudenc? Alors c'est vrai qu'on n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour travailler là-dessus. On a la chance d'avoir un des plus anciens, des plus fameux clubs de natation de France, les Dauphins du Touet, qui existent depuis plus d'un siècle. Oui. Et avec eux, depuis plusieurs années, nous travaillons à une cité de la natation au cœur de la ville, dans l'île du Ramier, que nous sommes en train de renaturer. Et dans ce cadre-là, nous avons fait, le président du club, Vincent Gardot et moi, une demande. C'était en mai 2021. Vous voyez, on n'a pas perdu de temps, où on s'est mis sur les rangs auprès de la Fédération française de natation pour récupérer un des 3 bassins olympiques, le plus grand bassin, celui qui compte 10 couloirs, où Léon a fait ses exploits. Et donc effectivement, nous sommes sur les rangs. C'est une décision que l'État doit prendre. C'est lui qui doit décider. Où est-ce qu'on doit signer pour que ça revienne à Toulouse? Elle est où la pétition? Bon, écoutez, je peux vous dire qu'on s'active en coulisses, et de toute façon, nous aurons cette cité de la natation avec ce bassin olympique des JO 2024 ou pas, et bien évidemment, dans les bassins parmi les bassins qui formeront cette cité de la natation, il y aura le bassin Léon Marchand. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de cette Léon Mania, cette Léon Marchand mania que l'on voit, qui est devenu un autre, qui a pris une autre dimension. Vous le connaissiez d'avant, c'est pas nouveau pour les Toulousains, mais pour le grand public, on découvre cet athlète et cette personnalité. Comment vous l'analysez, Jean-Luc Maudenc? Écoutez, c'est le phénomène de la médiatisation. Et en même temps, ce que je crois, c'est que, comme je le disais, dans tous les problèmes que nous vivons, dans une actualité qui est souvent très pessimiste, les Jeux constituent une sorte de parenthèse enchantée. Et il se trouve que Léon a été, de toutes les étoiles qui ont brillé, celle qui a brillé le plus, du moins parmi les étoiles de notre pays, en faisant rayonner le nom de Toulouse. Et donc, effectivement, en quelques jours, il a acquis une dimension, une notoriété qu'il n'avait pas. Même, vous savez, à Toulouse, je ne suis pas sûr que sa notoriété était très très forte avant. Elle était évidemment connue des milieux sportifs, mais là vraiment c'est une explosion. Et ce qui me plaît comme maire de Toulouse, c'est que on dit sans arrêt qu'il est toulousain, et la ville est associée à tous ses succès. Et c'est la même chose pour Sofiane Oumia, pour Bilal Benama que nous suivons, que nous supportons depuis plusieurs années tous les deux, qui sont 2 garçons extraordinaires. Ouais. Et puis, évidemment, Antoine Dupont, là, j'ai pas besoin de faire un dessin. Mais oui, non, ça, c'était déjà fait. Dernière question avec vous, Jean-Luc Maudenc. Est-ce que ça donne un poids supplémentaire aux décisions que vous allez prendre en matière de sport? On s'attend, dans toutes les fédérations qu'on a reçues ici, à un afflux massif de licenciés. Donc, ça veut dire que vous allez avoir le retour des associations qui vont vous dire, il nous faut des moyens. Est-ce que ces Jeux Olympiques de Paris, pour des élus locaux, ça change la donne? C'est évident. Chaque fois, ça se passe comme ça, et tant mieux, parce que le sport n'amène que du positif, à la fois pour, je dirais, la communauté, la cohésion nationale, et puis pour les personnes à titre individuel. Mais comme je vous le disais, ça fait plus de 3 ans maintenant que nous travaillons avec les Dauphins du Touet sur la Cité de la Natation. Et la Cité de la Natation, elle va permettre à Toulouse d'avoir, d'ici quelques années, des moyens supplémentaires pour accueillir de nouveaux nageurs. Aujourd'hui, les Dauphins du Touet occupent des centaines d'heures de créneaux, d'entraînement dans les piscines toulousaines. À partir du moment où le centre sera construit, ce centre nautique, dont ils sont, les Dauphins du Touet, les maîtres d'ouvrage, alors forcément tous ces créneaux vont se libérer, et ça va donner la possibilité à plus de Toulousains de pratiquer la natation. On va pouvoir... Pascal Eouzan, qui est le président du collectif des championnes et champions français, a une question pour vous, Jean-Luc Maudenc. C'est pas une question, c'est juste qu'on parle beaucoup des augmentations de licences qui sont liées aux disciplines qui sont pratiquées et qui font des médailles, mais je me dis que si tout le monde vient de Toulouse, le bon air de Toulouse, les gens ils vont se dire on va tous venir à Toulouse pour faire du sport. Eh ben venez. On accueille Toulouse est la ville de France qui, depuis quasiment 20 ans, connaît la plus forte croissance économique. Donc je ne sais pas si c'est pour le sport, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes la ville qui accueille le plus déjà.
Bon, merci de tous les cas, Jean-Luc Moudingue, d'être passé nous voir et de suivre ça. Donc, vous dites au mois de septembre, il y aura donc une grande célébration à Toulouse pour tous les médaillés olympiques, à commencer par Léon Marchand, Antoine Dupont. On l'espère aussi, nos boxeurs qui sont en lice ce soir et demain pour une médaille olympique. Donc voilà, on va suivre ça évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Certes, mon cher Antoine, mais pas que. Et pas que les médaillés aussi, a dit monsieur le maire. Non, il a dit tous les médaillés, tous les Toulousains qui ont fait les Jeux, que ce soit en Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, il va y avoir beaucoup de célébrations. On va faire durer le plaisir, vous inquiétez pas. Du monde au Capitole. Exactement. Allez, dans un instant, entre polémique et guerre des dirigeants internationaux, est-ce que la boxe est en sursis aux Jeux Olympiques? On éclaire tout ça avec Alban Benasser, ancien boxeur, avocat, membre du collectif des championnes et champions. Et avec vous, mes chers Vrévois, Pascal Eouzan, Marion Cligné et Antoine Mazer. À tout de suite. Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les Vrévois des JO jusqu'à 19h avec nos Vrévois des JO ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français autour de la table. Marion Cligné, double championne olympique, médaillée d'argent. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Hein. C'est pas mes championnes olympiques presque. Vice. C'est déjà pas mal. Vice, oui. Il n'y en a qu'une, hein, une vice championne olympique. Il faut souligner que Marion, elle faisait la route et la piste en même temps. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est un truc de ouf, ça. Et comment c'était possible? Parce que il n'y avait pas d'entraînement spécifique à l'époque, donc je faisais de la route pour préparer la piste. Je montais sur piste une semaine avant les épreuves et je priais que je reste debout. Et ça passait. Et ça passait. Et c'est fait. Ça s'est terminé sur un podium olympique. Et si elle avait continué, elle aurait peut-être fait le BMX aussi. Hein. Ouais. On l'aurait eu sur toutes les disciplines. Avec les saltos et tout. Ah oui. Allez, Pascal Eouzan, vous l'avez entendu, également le président de ce collectif et quadruple champion du monde de tumbling. Antoine Mazer, journaliste à Sud Radio. On va revenir sur le dossier de la boxe avec ces polémiques entre les différentes instances. Est-ce que c'est pas le dernier round finalement pour la boxe aux Jeux Olympiques? On en parlera dans un instant avec Alban Benasser, notre spécialiste. Mais tout de suite, on va filer porte de Versailles, mesdames, messieurs, où se trouve notre reporter Clément Arion. Bonsoir Clément. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Alors vous êtes toujours en train d'observer le tournoi du phénomène et des frères Lebrun, associés en équipe avec Simon Gauzy, le Toulousain, merci Antoine, qui ont donc franchi le seuil des quarts de finale. Eh oui, ils n'ont fait qu'une bouchée des Brésiliens. Je vous apporte une bonne nouvelle, Christine, quand même, après la défaite des handballeurs. Ça suffit. Victoire 3-0 net et sans bavure pour les pongistes français. Ça a commencé avec le double, vous l'avez dit, Simon Gauzy et Alexis Lebrun qui nous ont fait le match parfait, tout simplement. 3-7-0 face à Ishii et Teodoro. Les Brésiliens n'ont clairement pas vu le jour. Et puis en deuxième match, on a eu le remake des quarts de finale en simple. Félix Lebrun contre Hugo Calderano. Eh bien, il a encore montré sa supériorité, le français, en grande confiance depuis sa médaille de bronze obtenue en simple. Là, on était à 2-0 et puis troisième match décisif, Alexis Lebrun qui revient en simple contre Victor Ishii et il s'impose sans trembler en 4-7. Les trois Français qui ont célébré, qui ont savouré forcément cette victoire avec le public de la Paris Sud Arena. Encore un bon moment pour le tennis de table français. Alors maintenant, Christine, place aux demi-finales. Demain matin à 10h, ça sera très compliqué. Plus que compliqué parce que les Bleus affrontent la Chine, ultra favori. C'était l'affiche de la dernière finale des championnats du monde. Les Français s'étaient inclinés 3-0. J'ai pu discuter avec quelques pongistes amateurs qui sont sortis de la salle. Ils m'ont dit si on gagne un match, ce serait déjà bien. Voilà pour vous donner une idée. On verra bien. Rendez-vous demain 10h donc pour ces demi-finales pour les frères Lebrun et Simon Gauzy. Oui, une place en demi-finale, peut-être c'est aussi une médaille potentielle pour les pongistes français, donc c'est pas anodin. Hein, puis tout peut arriver aux Jeux Olympiques, on sait pas. On sait pas, dans le bon comme dans le mauvais. Ça serait quand même un sacré exploit là quand même. Ça serait. Il y en a eu d'autres. L'exploit du siècle. Là. Mais pourquoi pas. Bon, Clément Arion, vous souhaite une bonne soirée. On vous retrouve bien sûr sur tous les différents terrains des JO demain et on suivra bien sûr les exploits toujours, on l'espère, on croise les doigts des frères Lebrun, les autres stars finalement de ces Jeux Olympiques qui attirent et les médias et la foule. Enfin, c'est devenu un véritable là aussi phénomène de société. On va avec vous, Antoine, revenir sur les 3 mots des JO que vous avez sélectionnés
sélectionnés aujourd'hui. Il y a 3 mots dont l'un va concerner notre débat. Le premier, c'est boxe. Oui, la boxeuse algérienne qualifiée Iman Khelif en finale des Jeux Olympiques hier soir. L'athlète qui, depuis le début de sa compétition, fait face à de nombreuses attaques, y compris dans le monde de la boxe, pour son hyperandrogynie. L'Algérienne, soutenue par le public parisien, a remporté hier soir à l'unanimité des juges sa demi-finale. Son allonge supérieure lui a permis de maîtriser assez facilement son combat. La boxeuse algérienne se battra pour l'or contre la chinoise Yang Liu, tête de série numéro 2. C'est demain à 22h51 et ce sera toujours du côté de Roland Garros. Après le combat, elle a déclaré « J'espère avoir rendu fier le peuple algérien. J'espère qu'il est content de ce combat. La réponse est toujours sur le ring. Nous serons prêts, bien concentrés sur ce dernier combat. Dans mon esprit, le peuple algérien tout entier regardait le combat presque comme si c'était du football. » Ouais. C'est un vrai sujet et on l'assurera parce que demain il y a du monde qui va énerver Marion. Non, mais on va en parler de cette histoire. C'est pas l'énerver, c'est des questions que ça pose. C'est une polémique peut-être, mais c'est pas le même énervement que d'autres sujets. Ça interroge. En tout cas, elle est qualifiée pour la finale. Ouais, c'est entre équité ou inclusion. On a un vrai débat autour de ça. Deuxième mot des Jeux. Oui. Mais exclusion des... On va y revenir, Marion. Préparez vos arguments. On va ouvrir les micros dans un instant. Le deuxième mot, l'amateur de danse que vous êtes, Pascal, ça va vous plaire. C'est la danse. Ouais, c'est une 60aine de danseurs se préparent actuellement pour proposer dans les aéroports parisiens une danse de départ aux touristes et aux athlètes afin de célébrer les Jeux et leurs champions et que tous gardent un souvenir festif de la France. 2 troupes de danseurs de hip-hop préparent actuellement une chorégraphie qu'ils offriront aux voyageurs de Roissy et Orly du 12 au 14 août et après la fin des Jeux, puis les 9 et 10 septembre après la fin des Paralympiques. L'idée de cette danse de départ est de prolonger auprès des voyageurs quittant la France l'esprit festif de la compétition. Il s'agit de témoigner de la créativité et du rayonnement français et de laisser une image indélébile à tous les athlètes qui repartiront, médaillés ou non, depuis nos aéroports. C'est pas mal, non ? Moi, je trouve ça très bien. Ouais. Comment ça s'appelle d'ailleurs ça? C'est les danses là quand ils sont dans le même endroit et que tout le monde se met à participer. Flash mob. Flash mob. Ouais. Flash mob. Mais par contre, il y avait une danse des Jeux Olympiques. On l'a pas vu beaucoup. On l'a pas vu beaucoup. On l'a vu avant les JO. On a vu les friges. C'était laquelle? Bah je sais pas. Enfin, c'était un truc avec tous les sports. Ça mimait un peu tous les sports la chorégraphie, mais apparemment ça plaît pas aux hip-hoppers. Ils préfèrent faire la leur. Hein. Le haka. Et ça sera très bon. Le hip-hop. Dernier mot des JO, cher Antoine, c'est cocaïne. Ah oui, c'est un athlète australien qui participe à ces Jeux Olympiques de Paris 2024 dans l'équipe de hockey sur gazon. Il a été interpellé, placé en garde à vue après avoir acheté de la cocaïne. C'est cette nuit, vers minuit 30. Des policiers de la BAC ont surpris 2 personnes en pleine transaction de drogue, rue de Douai. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Les 2 suspects ont été placés en garde à vue. Parmi eux, l'acheteur est un athlète australien, donc membre de l'équipe sur gazon. C'est Thomas Craig, 28 ans. Oui. Et donc voilà, l'équipe de hockey sur gazon qui est vice-championne olympique en titre. L'Australie a été éliminée par les Pays-Bas en quart de finale du tournoi masculin dimanche. Donc ils avaient terminé leur tournoi. Et donc cette mauvaise histoire qui touche l'Australie. Alors il est pas très malin parce que moi j'ai un de mes amis qui est policier à Paris et il me disait justement pendant les Jeux il y avait quasiment plus d'actes de délinquance, donc le pauvre s'est fait gauler. Il n'était pas au courant, il n'avait pas compris que c'était il avait toute la police parisienne sur lui. C'est ça, c'est ça. La cocaïne, on fait une parenthèse, c'est quand même un fléau dans le sport aujourd'hui, pas que dans le sport, mais dans tous les cas il y a des vrais sujets autour de la consommation de cette drogue dure, faut-il encore le rappeler. On va passer tout de suite au débat, on va essayer de comprendre ce qui se passe autour de l'univers de la boxe. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors je le disais, entre les polémiques et les guerres des dirigeants internationaux, est-ce que la boxe est en sursis pour les Jeux Olympiques? Certains se posent la question et pensent même que c'est la dernière fois que l'on pourrait voir une compétition de boxe à des Jeux Olympiques. Il y a des conflits ouverts entre les membres du CIO et son président Thomas Bach et la Fédération internationale de boxe qui est présidée par un Russe, et ces provocations qui semblent se multiplier, notamment au sujet, on en a parlé, des joueuses hyper androgènes. On va essayer de décrypter tout ça avec vous, Alban Benasser. Bonsoir Alban. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les vrais. J'espère que vous allez bien. Oh, on va très bien. Alors vous êtes un ancien boxeur, aujourd'hui avocat au barreau de Paris. Vous connaissez bien aussi le collectif des championnes et des champions français. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la boxe est en sursis au JO compte tenu des tensions qu'il y a entre la Fédération internationale et le Comité international olympique? Alors non seulement elle est en sursis aujourd'hui, mais elle est en sursis même depuis 2019, puisque on se souvient que le tournoi de boxe à Tokyo avait été organisé par une unité de travail interne au CIO. Donc déjà en 2020, la question se posait compte tenu de la gouvernance de la Fédération internationale de boxe, donc l'AIBA,
qui posait de nombreuses questions, et donc le CIO avait décidé de suspendre sa reconnaissance à la IBA et avait repris en main l'organisation du tournoi. Donc c'est pas la première fois. À Paris 2024, c'est également repris en main par le CIO et on se pose la question pour Los Angeles 2028. Parce qu'il faut une fédération internationale derrière la discipline pour co-organiser, j'allais dire, le tournoi, hein, on est d'accord? Oui, en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les disciplines olympiques, les tournois dans les disciplines olympiques sont organisés par les fédérations internationales. Donc les fédérations sportives, et pour qu'une fédération sportive internationale puisse organiser le tournoi olympique, il lui faut la reconnaissance du CIO. Ça, c'est l'application de la charte olympique, et si vous perdez la reconnaissance, eh ben, vous devenez une fédération déchue, un peu comme la IBA aujourd'hui. Ouais, la IBA, parlez-nous-en, elle est dirigée par un Russe, un proche de Poutine. Ouais, alors l'AIBA, en fait, c'est l'ancien nom. Jusqu'en 2021, c'était l'Association internationale de boxe amateur, et puis depuis 2021, c'est l'IBA. Pour la petite histoire, elle était précédemment dirigée par quelqu'un qui s'appelle Gafour Rakimov, qui est un homme d'affaires ouzbek. Donc à partir de 2018, c'est lui qui présidait la fédération. Et il est un petit peu sulfureux parce qu'il était identifié par l'administration américaine comme étant un trafiquant d'héroïne. Donc ça, c'était rien que ça. Ça, c'était en 2018. Donc c'est ce qui avait d'ailleurs à l'époque éveillé le conflit entre le CIO et la IBA. Et puis ensuite en 2020, donc Oumar Khemlev, qui est l'actuel président, donc effectivement qui est russe, a été élu à la tête de la IBA. Et compte tenu des relations entre le CIO et la Russie, notamment les athlètes russes qui sont sous bannière neutre, etc., qui d'ailleurs des relations qui n'ont pas toujours été mauvaises, puisque Sochi 2014, les relations étaient plutôt bonnes, mais tout ça a évolué. Et le fait d'avoir une fédération internationale déchue sous présidence russe aujourd'hui fait que ça renforce effectivement le conflit avec le CIO et donc toute la polémique autour de la boxe. D'accord. Ce qui est chiant avec la boxe, parce que c'est un magnifique sport, franchement, c'est des superbes athlètes, mais on n'y croit jamais rien. Et puis il y a toujours des espèces de magouilles, que ce soit, alors un peu moins maintenant, j'ai l'impression sur le plan du jugement. Mais c'est jamais clair et simple avec la boxe. Non, c'est les Alban qui trinquent. En fait, oui, Pascal, je te rejoins complètement, parce que d'ailleurs, c'était l'un des sujets des enquêtes qui avaient été diligentées par le CIO autour de l'AIBA dès 2018, je le répète, sur notamment les critères d'arbitrage et de jugement. Et en fait, la boxe, elle est olympique depuis 1904, donc quasiment depuis le début des Jeux modernes, donc c'est un sport ancestral. Et quasiment depuis toujours, il y a eu des controverses, des polémiques, des vols, des arbitrages contestés. Alors, 1988, on peut citer Roy Jones. On a eu 2008-2012, Alexis Vastine, tricolore, paix à son âme, le pauvre. Donc lui, il a été victime de tout ça aussi. 2016, Michael Conlan, un Irlandais. Enfin, on pourrait en citer comme ça une liste longue comme le bras. Et en fait, c'est ce qui fait un peu ce qui dessert beaucoup la boxe. C'est que c'est un très beau sport, c'est le noble art avec des belles valeurs. Mais il y a aussi toutes ces controverses aux Jeux Olympiques. Alors il y a la controverse en tous les cas. C'est aujourd'hui on comprend très très bien que c'est totalement instrumentalisé. Le cas de l'Algérie, Animan Khelif, on le rappelle, qui alors je sais pas si on dit souffre, mais en tous les cas qui est déclaré femme, hyper androgène, c'est-à-dire avec beaucoup de chromosomes, mais qui est déclaré par la Fédération internationale comme une athlète féminine et qui aujourd'hui est instrumentalisée justement par la Fédération internationale, par le camp des Russes, quoi. Ouais, parce que d'un côté on a le CIO en fait qui nous dit nous on se fie au passeport tout simplement, donc cette athlète est une femme biologiquement et juridiquement, donc ça c'est ce que dit le CIO. Et puis à côté on a la fédération défue, donc l'IBA, qui dit non, la preuve en est c'est qu'on l'avait disqualifié au championnat du monde en 2023, il y avait des tests, alors il parle de tests mais il nous donne pas la nature des tests, donc ça rajoute encore à l'opacité. Ouais. Et évidemment, on comprend bien que compte tenu des enjeux politiques et géopolitiques, tout l'intérêt de l'IBA aujourd'hui, c'est de décrédibiliser l'organisation du tournoi olympique qui a été récupéré par le CIO, même si la question de l'hyperandrogénie est un vrai sujet qui doit être traité. Mais là, il est amplifié, et la pauvre Iman Khelif, qui a beaucoup de mérite, elle se retrouve un peu au milieu de cette polémique et elle est instrumentalisée, et pour le coup, elle a plutôt un beau mental parce qu'elle s'en sort très très bien. Ça pose quand même une question, maître. Parce que finalement tout ça, on touche à sa vie personnelle et à son intimité, parce que si finalement elle avait été reconnue à la naissance comme femme, en qui ça regarde de savoir si elle a un peu plus d'hormones masculines ou pas, je sais pas, c'est un peu dérangeant ça aussi, ça veut dire qu'on met tout nu des sportifs avant qu'ils fassent les Jeux, elle avait peut-être pas envie qu'on le sache.
Oui, alors ce qui est très difficile à concilier dans ces affaires-là, c'est qu'on a deux intérêts qui, pour moi, sont vraiment d'égale valeur, qui sont d'un côté le droit à la non-discrimination des athlètes hyperandrogènes, et de l'autre, on en parle un petit peu moins, mais aussi le droit à des compétitions sportives équitables pour leurs concurrentes féminines. Parce que faut pas oublier quand même que le CIO lui-même, jusqu'en 2014, avait un règlement sur l'hyperandrogénie et que le CIO lui-même admettait qu'un taux de testostérone très élevé pouvait procurer un avantage compétitif parfois même insurmontable pour les concurrentes, et ça pose vraiment question. Mais ça a déjà, alors pardonnez-moi, mais ça a déjà existé en natation avec les Allemandes de l'Est qui, eux, avaient un taux trafiqué de testostérone. Ça, c'est l'ancien. C'est quand il y avait le bloc soviétique où effectivement, c'était un autre sujet. Là. Marion, et puis on ira au standard parce que Sylvain aussi, notre auditeur, veut réagir. Marion. Là, on parle, d'après ce que j'ai compris, de DST46, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est XY, donc masculine, et qui est né avec des testicules qui n'ont pas descendu. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas pour cet athlète ? Je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas. Moi non plus, mais je pose la question à Alban, est-ce qu'il le sait ? Elle a été identifiée comme femme. Alors, j'ai pas la réponse, et en plus, c'est couvert par le secret médical, donc je ne sais pas. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est tu parlais, Marion, des DSD. Effectivement, c'est les développements sexuels différents. Et c'est des personnes, encore une fois, qui n'ont pas choisi ça, c'est-à-dire qu'elles sont atteintes de développements sexuels différents, donc ça joue sur l'organisme et le taux de testostérone notamment. Mais en tout cas, on parle pas. Faut faire la nuance pour les gens qui nous écoutent. C'est pas des transsexuels, etc. On n'est pas sur cette même catégorie. C'est encore des personnes intersexuées et c'est encore une question différente. Oui, tout à fait. Sylvain, vous êtes notre auditeur aujourd'hui. Vous vouliez réagir à ce débat ? Oui. Eh bien, en fait, c'est exactement ce sur quoi la dernière intervenante a pointé le doigt qui m'intéressait. C'était de savoir, en fait, comment elle était née. Et moi, j'ai recherché un petit peu ces derniers temps. Effectivement, j'ai pas trouvé l'information, à part que c'est secret médical. Et en fait, c'est vraiment juste ce qui est important. C'est-à-dire que cette personne, elle est née XX ou elle est née XY. Et si elle est née XY avec des testicules qui sont pas descendus, avec des problèmes comme il arrive à plein de gens aujourd'hui avec les perturbateurs endocriniens, ou alors on en parle plus, que sais-je, on se débrouille pour qu'elle ait un taux de testostérone qui soit, on va dire, celui des femmes standards. Et puis après, elle peut participer à toutes les compétitions sportives qu'elle veut. Admettons, elle est XY, mais elle n'a pas eu le chance d'avoir des organes génitaux qui étaient dedans. Aujourd'hui, c'est une femme très bien pour elle. Mais ça peut pas être une femme qui ressemble, qui est plus musclée que 95% des hommes qu'on croise dans les salles de sport. Vous voyez, on a tous deux yeux. On a tous vu quand même que cette personne-là, elle avait une musculature qu'aucune sportive n'a lors de ses JO actuellement. Sinon, il n'y aurait pas de débat, en fait. Peut-être même qu'il y a d'autres sportives. Voilà, ça, je sais pas, parce que quand on voit certaines disciplines, il y a la musculature. Il y a des femmes qui sont extrêmement musclées. Oui. Bah, en fait, je ne sais pas si la musculature est le bon indicateur Marion. Parce qu'en cyclisme, par exemple aux États-Unis, et même le système pileux, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont extrêmement pileuses. C'est très compliqué, très complexe. Mais par contre, là voilà le taux d'œstrogène, le taux de testostérone, et puis à partir de là, voilà. Je vais vous raconter une histoire, Sylvain, c'est qu'à une certaine époque, Marion, on est témoin aussi, à notre époque en tant qu'athlète de haut niveau, quand il y avait des compétitions internationales, nous devions passer des tests de féminité, c'était une obligation, c'était un test ADN et on était ou pas classé femme. On avait une carte qui prouvait avec un tampon de la Fédération internationale qui nous permettait de disputer des compétitions, parce qu'à l'époque, il y avait effectivement un dopage massif de la part du bloc de l'Est, justement pour renforcer la musculature des femmes artificiellement. Donc là, c'était sur une autre échelle. Mais pour rejoindre ce que disait l'auditeur, Sylvain, pardon. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans notre société actuelle, c'est qu'alors là-dessus, j'ai un discours qui est très basique. La nature fait bien les choses. Parfois, alors je dis pas que la nature triche, mais en même temps, elle est hyper carrée, quoi. XY, XX, etc., etc. Donc à partir du moment où les choses sont naturelles, je crois qu'il faut s'y fier sans l'interpréter après, parce qu'on interprète de plus en plus de choses. Alban, alors moi j'avais une question aussi par rapport à ça. Est-ce que dans ce dossier qu'on ne réglera pas ce soir et qui va poser la question et continuera de la poser dans les compétitions, en tous les cas sur cette question de genre, est-ce que finalement la guéguerre entre le CIO, la Fédération internationale de boxe, fait que il y a eu une instrumentalisation de cet athlète et autour de ça, donc alors qu'on aurait eu besoin de clarté et de précision justement sur ce débat? En tout cas, ce qu'on peut penser, c'est que tout l'intérêt de l'IBA, c'est d'alimenter cette discussion.
de manière de bonne ou de mauvaise foi d'ailleurs, mais en tout cas c'est vraiment leur intérêt d'essayer de décrédibiliser l'organisation du tournoi olympique, d'autant plus que depuis le début de l'année 2023, on a une nouvelle fédération internationale qui s'appelle World Boxing, qui a été créée sous l'impulsion notamment des États-Unis. Donc vous voyez d'un côté le bloc américain et de l'autre le bloc russe. Et donc au milieu de tout ça, on a encore une fois Iman Khelif qui se retrouve, encore une fois, même si le sujet est réel et notre discussion le montre, mais qui se retrouve au milieu des échanges et c'est un petit peu compliqué. Pour conclure là-dessus, il y a un contentieux emblématique aussi qui est celui de Caster Semenya, qui est une athlète sud-africaine et qui a mené un combat judiciaire depuis de nombreuses années justement sur cette question de l'hyperandrogénie, et il y a eu une audience tout récemment devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a eu une décision de la CEDH dans cette affaire, il y a un recours qui est exercé devant la grande chambre de la CEDH, et évidemment on attend tous impatiemment ce que va dire la grande chambre de la CEDH. Même si, procéduralement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle ne va pas se prononcer vraisemblablement sur le fond du dossier. Donc ça ouais, pas tout à fait. Voilà. Je rappelle juste pour terminer, clore ce dossier, que le CIO a laissé aux fédérations internationales le soin d'édicter leurs critères pour les catégories féminines. Par exemple, en athlétisme, on se base sur le taux de testostérone pour les disciplines de course entre 400 mètres et le 1000. La World Athletics, c'est la Fédération internationale de natation, s'intéresse plutôt aux chromosomes et demande aux athlètes de les certifier. Le rugby et le cyclisme ont désormais leurs propres règlements, mais pour les JO, c'est le CIO qui fixe ses propres règles. Donc chacun a sa propre définition dans ces critères-là, ce qui jette effectivement beaucoup de questions et d'interrogations entre ce qu'on peut appeler équité, égalité, inclusion. Tout ça est un vaste débat. Mon cher Pascal, pour terminer. Oui, c'est juste que je trouve que le CIO fuit un peu toutes ces choses. C'est pareil sur l'âge par exemple sur l'âge des participants des Jeux. Ils prennent pas de décision. C'est une compétition qui regroupe pas mal de sports. Ils pourraient tout à fait dire on fait pas les Jeux avant 15 ans. Là, on a une petite de 11 ans chinoise qui fait les Jeux. Qui, pour moi, devrait faire les JOJ, mais pas les Jeux. On peut pas faire les Jeux avec 4 ans de pratique. Les Jeux, c'est 10 ans, 14 ans de pratique. Voilà. On peut pas. Après, ça pourrait presque s'apparenter à du travail d'enfant. Je veux dire, si on commence à dire qu'à 8 ans on peut faire les Jeux, ça devient un peu craignos, quoi. Ouais, il y a des choses peut-être à réfléchir. Bon, merci beaucoup. Merci Alban Benasser. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour cet éclairage fin et précis. Sylvain, vous êtes toujours là dans un instant à faire le quiz des JO. Vous allez choisir l'athlète avec qui vous voulez concourir ce soir de ce grand quiz, ce JO pour les nuls que nous a concocté Antoine Mazer. À tout de suite. Voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. En compagnie de Pascal Eouzan, Marion Cligné, avec Antoine Mazer qui a préparé, vous savez quoi, le quiz des JO. Et Sylvain, vous choisissez qui pour jouer? Attention, faut bien choisir. Ce sera un vrai plaisir d'être avec Marion. Ah, super. Donc Allez. on rappelle les règles. Elle est d'accord. Elle est d'accord. Yes. Elle est à fond. Même si on commence à être habitué à ce quiz, parce que tout le monde nous envie de ce quiz, on a commencé à être imité mais jamais égalé. Il faut absolument donner son prénom avant de répondre. Si on pense avoir la bonne réponse, on vous donne bien sûr la parole. Vous n'avez pas le droit de donner la réponse avant qu'on vous ait donné la parole. Une fois que si la réponse elle est bonne, c'est un point. Si la réponse est mauvaise, c'est la balle à l'autre équipe. Il y a forcément quelqu'un qui va jouer tout seul ce soir, mais bon. Seul contre tous, seul contre Il a droit à un coup de fil à un ami? Non, il n'a pas droit. Mais Pascal est rodé. Il porte une médaille d'or en plus, une médaille d'or de la retraite. Ce soir, c'est assez simple, mais il va falloir aller très très vite. C'est sur la vitesse qu'on vous attend. Attention, première question. Où se déroulent les épreuves actuellement de taekwondo? Qui ont commencé ils ont remplacé un site. Oui, je l'ai lu ça hier. Qui a fait sensation. Sylvain, oui. Roland Garros? Non, c'est la boxe à Roland Garros. Ils ont remplacé un site qui a fait sensation sur cette première semaine avec énormément. C'est pour Pascal. Pascal, d'abord, il doit répondre. Champ de Mars. Non, c'était une mauvaise réponse. Marion. Là où il y avait la natation arena, la chose machin. Non. Bon, Pascal, une dernière réponse. Si. Pascal, c'est Pascal qui a la main. C'est notamment là où il y avait un autre Grand Palais. Oui, Pascal, au Grand Palais. Bon, j'ai un peu aidé. Merci Christine. Sinon, on y était jusqu'à 19h. Il va falloir jette la question. C'est vrai que je l'avais. Elle a donné la réponse. Moi, je l'ai lu ça, mais je retiens rien. C'est dur de vieillir. Ça s'appelle la vieillesse. C'est sensationnel. Il faut aller voir le taekwondo. Les jeux gériatriques, ils vont venir bientôt. Par contre, attendez, on au voudrait Grand Palais, ça va résonner, parce que quand il crie là, le taekwondo. Bon, deuxième question, Antoine. Dans quelle discipline évolue le Français Erwin Ngapet? Pascal. Le volleyball. Volleyball. Merci Pascal.
Ça va très très vite, qui joue tout à l'heure face à l'Italie en demi-finale du tournoi olympique. Quel record a battu hier soir la Française Alice Finot en athlétisme? Mario. Oui, Mario. 3000 cibles. Oui, mais quel record elle a battu? Ça appartenait à une rue. Oui, non. Oui, record il faut de donner France, son prénom, mais oui. record de. Également, mais c'est pas le seul record qu'elle a battu. Record olympique? Non. Non. Pas le record olympique. Non. Attention, balle à Pascal. Record d'Europe. Record d'Europe. Record de France. Moi, je lui donnerais le point quand même parce que je ne savais ni le nom, ni rien du tout. Oh, mais on l'aide trop là. Attends, elle lui donne le premier réponse, moi le troisième. Non, ça y est, ça va pas là. Allez, ça y est. Je suis d'accord. Attention. Ça y est. Il reste 2 questions. On va tout remettre sur ces 2 questions. Ça va être très très simple cette fois-ci. Je pense que tout le monde a la réponse. Quelle légende du sport français à 41 ans a terminé sa carrière cet après-midi? Mario. Karabatic. Oui. Handball. Nicolas Karabatic. Karabatic. Attention. Elle pleure. Il n'y a pas que lui, il y a Valentin Porte et Vincent Gérard. La dernière question, c'est la question décisive. Combien de médailles compte l'équipe de France, mais pas de médaille d'or, pas de médaille de bronze, de médaille d'argent? Oh, ça c'est méchant. Oh, celle-là, elle est... Alors, Pascal, il y a 2 jours, et je crois qu'ils étaient à 25. À 25. Sylvain. 16 médailles. 16 médailles? Ouais. C'est plus. Mario. Non, c'est pas pour vous, Marion. C'est pour Pascal. C'est plus que 16 médailles. C'est plus que 16. 19. C'est une bonne réponse. Ah, merde. Je me suis trompé. On est à la radio, Marion. C'est parti tout seul. Elle aime pas perdre, Sylvain. Oh là là. Victoire de Pascal et Ouzan. Bon. Seb, accroche-toi pour la prochaine. Bon, Sylvain, merci. Désolé, Sylvain. C'était une belle course. On vous félicite. Comment vous vous sentez à l'issue de cette performance? Je pense que je vais aller débriefer un peu avec mon coach mental. Là. Ah ouais, c'est ça. Il y a de la récup. Un coup. C'est ça. Bon, par contre, tu as gagné une balade avec Marion et ça va être compliqué. En vélo. Elle va venir du côté de la Tour, de 2 tours, et après vous emmener en Bretagne. Une balade en canoë sur la Loire. Ouais, c'est ça. Je serai plus tranquille. Mais il y a la Loire à vélo à côté. Un pédalo. Ah ouais. Ou un pédalo, c'est pas mal aussi. Elle ira, comme ça vous mettez tout le monde à l'arrière et vous êtes tranquille. Elle s'occupe du reste. Sylvain, on vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt et merci d'être fidèle à Sud Radio. On va s'arrêter un court instant, faire l'info, la météo. On va se retrouver avec nos vraies voix des JO ce soir pour continuer à parler des handballeurs. Tiens, cette énorme désillusion dans un instant et on sera en ligne tout à l'heure avec Patrice Canaillé. On va débriefer cette élimination, cette surprise, la grosse surprise et désillusion pour le handball français. Allez, à tout de suite. Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. C'est parti pour la 2e heure de ces vraies voix des JO ce soir. Les JO comme on ne les vit nulle part ailleurs sur cette planète avec les membres de notre collectif des championnes et champions français autour de la table ce soir. Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux et de 96 et de 2000. Pascal Eouzan, le président du collectif quadruple champion du monde de tumbling. Antoine Mazer, journaliste à Sud Radio. Et on est avec vous pour le fil rouge permanent. Il y a eu un France-Allemagne douloureux tout à l'heure, on va y revenir. Et il y en a un autre en ce moment. Qui vient de commencer, l'équipe de France féminine de basketball qui défie l'Allemagne. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant pour les filles qui mènent 6-5. Mais on joue ce premier quart-temps, il reste encore 6 minutes 50. Le match est encore très très loin. Mais elles espèrent au moins imiter les garçons hier qui ont battu avec un petit exploit quand même le Canada. Tout à l'heure, on vous retrouve pour le pile et le côté face de ces JO. On parlera également des épreuves de breakdance qui arrivent en fin de semaine, vendredi et samedi, lors des compétitions. C'est la première fois que le breakdance et on sera avec une légende de cette discipline, Sydney, pour ceux qui ont connu l'émission HIP, HOP. On y reviendra avec vous aussi, Pascal Eouzan, pour tout simplement parler de cette discipline qui fait son entrée aux Jeux Olympiques, au moins pour cette édition. Et on verra tout ce qui s'est caché derrière pour pouvoir y arriver. Mais on commence tout de suite par ce qui s'est passé tout à l'heure sur les coups de 15h20 du côté du stade de Lille, du stade Pierre-Mauroy. Allez, on y est presque. Oh, c'est perdu, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Oh, c'est pas possible de voir ça. Mais que c'est mal joué. Mais que c'est mal joué. Oh là 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 là. Pourquoi donner la balle à Dika? Pourquoi donner la balle à un ailier? Il va partir en dribble.
Voilà, ça c'est nos confrères de France Télévisions avec au commentaire Jérôme Fernandez tout à l'heure. On va essayer de comprendre comment on a pu arriver effectivement à cette élimination. Est-ce que c'est simplement cette balle perdue 6 secondes avant la fin du coup de sifflet qui permet à l'Allemagne d'égaliser et ensuite des prolongations, et c'est l'Allemagne qui finit par l'emporter. On est en ligne avec un monument du handball français, c'est Patrice Canaillé. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Ancien entraîneur de Montpellier, retraité depuis peu. À chaud, qu'est-ce que vous vous êtes dit c'était la chronique finalement d'un tournoi olympique compliqué pour les Français. C'est compliqué d'analyser. C'est surtout dans un premier temps une immense déception et une immense frustration, parce qu'on a assisté à un quart de finale de très haut niveau. Le match était un match remarquable. Les deux équipes ont joué un handball de très très grande qualité. Ça, c'était la satisfaction. Après, on a vraiment eu l'impression que ce match-là, on le maîtrisait, on devait le gagner. Et puis, on a fait beaucoup trop d'erreurs. On a fait, à un moment donné, on a 6 buts d'avance et on s'arrête un petit peu de jouer. Et là, on laisse revenir les Allemands dans la partie. On a ce ballon où on est victorieux, il reste 6 secondes à jouer, on a un temps mort et derrière on fait une erreur. Enfin que bon, ça fait partie du jeu, les erreurs. Mais à ce niveau-là de la compétition, quand on fait ce type d'erreur, c'est qu'on peut pas aller plus loin. Surtout que là, il y a un temps mort, il y a tout ce qu'il faut pour bien maîtriser cette situation. Et dans la prolongation, pareil, on a encore plusieurs fois des occasions que l'on gâche. Donc c'était la satisfaction d'avoir l'équipe de France revenir à son meilleur niveau, parce qu'il fallait être à son meilleur niveau, mais aussi cette accumulation de fautes qui est quand même un petit peu désolant par rapport à ce groupe qui a quand même beaucoup de qualité et beaucoup d'expérience. Est-ce que on va dire l'équipe, vous l'avez dit, Patrice Canaillé, on a retrouvé une équipe flamboyante. En tous les cas, on a retrouvé un niveau de jeu qui manquait cruellement lors des matchs de poule. Mais est-ce que malgré tout, le plein de confiance qui fait aussi partie de l'ADN de l'équipe de France était pas un peu émoussé, on n'avait pas un peu laissé au vestiaire, et donc du coup, on avait aussi besoin de se rassurer, mais c'est pas suffisant. Oui, mais se rassurer, à un moment donné, il suffit pas de faire oui, tout va bien pour que tout aille bien. Ça serait un petit peu trop facile. On sait que quand on joue ce genre de compétition à domicile, le facteur émotionnel est un facteur clé. Et les émotions peuvent vous transcender dans le positif et aussi vous annihiler. Et malheureusement, l'équipe de France, alors je dis pas qu'elle a été annihilée parce que ça serait faux, mais on l'a jamais senti totalement libérée. On l'a senti libérée à certains moments. Par exemple, le début du match contre le Danemark est remarquable. Pendant un quart d'heure, on joue à un niveau remarquable, et puis soudain, panne d'électricité et on voit le niveau baisse énormément. Et c'est un petit peu ça la grande interrogation de ce tournoi, c'est qu'on a vu par moment le meilleur de cette équipe de France et qui peut à ce moment-là prétendre à une médaille, mais par moment le niveau baisse, chute, et à ce moment-là, on est une équipe qui redevient une équipe qui n'a pas à être médaillable. Et donc là, c'est les réponses à ces questions qu'il va falloir se poser, parce que cette équipe de France nous avait pas habitués à ça. Est-ce que c'est un échec cuisant et qui a des conséquences selon vous pour d'être éliminé au stade des quarts de finale pour l'équipe de France pour ces Jeux à la maison? Non, mais là, ça serait franchement tomber dans ce piège-là, ça serait dramatique. Si c'est un échec pour tout le handball français et pas uniquement pour l'équipe de France. En tout cas, c'est une remise en cause que l'on doit avoir de manière collective, que ce soit au niveau de l'équipe de France, que ce soit au niveau des entraîneurs qui entraînent en France, des entraîneurs français, au niveau des joueurs français aussi. Et je crois qu'on a tous été très heureux quand l'équipe de France gagnait. On était tous solidaires, on était tous très heureux. Aujourd'hui, on doit tous se poser des questions. Moi, en particulier, j'avais plus de 10 joueurs qui étaient présents. Enfin, quand j'étais entraîneur de Montpellier, il n'y a pas de ça très très longtemps, on avait 10 joueurs de Montpellier qui étaient présents. Certains ont eu des très bonnes performances, d'autres des moins bonnes performances. Et je suis aussi un des responsables, parce que on peut pas revendiquer d'être heureux quand les joueurs sont en sélection et gagnent, et dire après non, c'est pas ma faute. Non, ça serait mentir. Donc tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, sur
le handball français, masculin, je pense, parce que les filles ne dégagent pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on doit s'interroger sur un certain nombre de pratiques, sur un certain nombre peut-être de manières de manager, sur un certain nombre peut-être de faire avancer les joueurs. Il y a un certain nombre de questions, mais on doit se les poser de manière très collective et éviter de tomber dans le piège de désigner un coupable, parce que ça serait d'abord très injuste, et deux, ça ne résoudrait pas les problèmes que l'on doit traiter et que l'on doit améliorer. Alors, on a assisté aussi à la fin de carrière de monuments du handball français. Vincent Gérard dans les buts, qui fait un match remarquable, absolument, avec un taux d'arrêt qui frôle quasiment la perfection. Valentin Porte, que vous connaissez plus que bien, Patrice Canaillé, qui met un terme aussi à sa carrière internationale, et Nicolas Karabatic. Beaucoup d'observateurs se demandent si c'était pas, par exemple, à 40 ans pour lui, la compète de trop, de l'avoir sélectionné. Non, moi je ne crois pas. En tout cas, si moi j'avais été sélectionné, je l'aurais pris. Peut-être pas toujours dans le même rôle que ce qu'il a eu, mais pour moi, la présence de Nicolas Karabatic, la présence de Valentin Porte et la présence de ces joueurs, de certains de ces joueurs expérimentés, était indispensable et était nécessaire. Après, il y a la question de l'utilisation, mais je pense pas que le problème se pose tellement sur le choix. Je crois que les joueurs, alors après, n'oublions pas que c'est toujours facile de faire une sélection. À un moment donné, il y a une règle quand même. La règle, c'est 14 joueurs, etc. Le sélectionneur a accordé de la confiance à un certain nombre de joueurs, et que globalement, à 90%, beaucoup de sélectionneurs auraient pris globalement la même équipe. Après, il y a la manière dont on joue, la manière dont on se prépare, la manière dont ça, c'est autre chose. Mais sur le choix des joueurs proprement dit, moi, j'ai pas sur les joueurs qui étaient présents, j'ai pas de remarques particulières à faire. Vous savez, on a dit, par exemple, j'ai entendu, mais Vincent Girard, il vaut rien, il faut pas le prendre. Enfin, bon, excusez-moi, mais Vincent Girard, ça a été certainement un des meilleurs gardiens qu'on ait vu sur le tournoi. Donc, voilà, il faut quand même avoir un peu de modération dans les critiques que l'on va apporter par rapport au choix des joueurs. Pascal Eouzan, Patrice Canaillé, une question pour vous, un commentaire. Un commentaire, c'est vrai que n'importe qui aurait été à la place de Nicolas, mais même moi, je veux dire, si demain on me proposait de faire les Jeux à Paris, même si j'ai 40 ans ou 39 ou 38, j'essaierais de tenter l'aventure, parce que c'est la France, parce que c'est chez nous, et parce que ça finit bien l'histoire, en fait, de finir chez soi. Là, il faut quand même pas oublier que ça s'est joué. Alors, je veux pas vraiment pas mettre la faute sur ce monsieur, parce que je le connais pas, et en même temps il a fait un tellement beau match, parce qu'il a marqué plein de buts, monsieur même, qui fait pas cette passe à 6 secondes. S'il fait pas cette passe à 6 secondes, ils ont gagné les Français, et ça change la donne, ils sont peut-être champions olympiques derrière. Donc il faut pas non plus condamner, c'est pas un match où ils ont pris 10 buts, où ils ont été ultra mauvais. Je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est pas de chance. Alors, c'est pas de chance. Si je peux me permettre une Allez-y, remarque, Patrice. La passe de Di quand même, alors on va lui j'ai vu qu'il se... Enfin, en tout cas, il n'avait pas besoin qu'on lui reproche, j'ai vu qu'il se l'a suffisamment reproché. Pour moi, c'est plutôt les joueurs autour qui se sont très mal démarqués. Et après, je sais pas ce qui s'est dit pendant le temps mort, mais quand on est quand il reste 6 secondes à jouer comme ça, qu'on est à 1 de moins, il n'y a pas 4 joueurs qui font des appels de balle devant. Tactiquement, il faut tourner autour du porteur de balle et limiter la distance de passe pour pas se faire intercepter les passes. Là, on avait l'impression d'une action type football américain, avec des joueurs qui partent et un quarterback qui lance la balle. On fait pas ça quand l'objectif c'est de conserver le ballon. Donc c'est pas tellement une erreur tactique, c'est plutôt une erreur tactique et stratégique de la manière dont on joue ce type de ballon à 6 secondes de la fin. Et c'est plutôt les joueurs qui se sont mal démarqués autour de lui. Après, il aurait pu garder la balle, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans mon fauteuil. Alors, c'est plus facile à faire du fauteuil que quand on est toujours. sur le terrain. Toujours. Antoine Mazère, est-ce que vous avez une question pour vous, Patrice Canaillé? Oui, quand on voit justement ces joueurs emblématiques de cette génération dorée qui vont prendre leur retraite, quand on voit cet échec en quart de finale, est-ce qu'on peut dire qu'on va tourner un petit peu la page de ces experts et qu'il va falloir réinsuffler un nouveau cycle au sein du handball français? Bon, l'équipe de France, vous savez, c'était, j'ai souvenir des Jeux parce que j'y étais présent sur ce match-là. En Grèce, à Athènes, on s'est fait éliminer en quart de finale contre les Russes, qui était une grosse contre-performance aussi, et le handball a continué. Non, il faut pas être inquiet pour le handball français.
voilà, il y a certainement un certain nombre de choses peut-être à revoir, à rediscuter. Comme quoi, par exemple, le calendrier, la charge de travail? Non, je crois pas que c'est plutôt. Moi, je pense que peut-être il y a des questions comme la mise en difficulté, comme peut-être. Moi, j'ai trouvé qu'on était assez vulnérable sous la pression. Voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est que j'ai trouvé que par moment, sous la pression, alors qu'on a des joueurs extrêmement expérimentés, on dégageait quelque chose on dégageait un petit peu d'inquiétude et pas assez de sérénité. Ou quand c'était de la sérénité, ça me paraissait être un peu de la fausse sérénité. Voilà, il y a peut-être des questions. Après, il y a peut-être aussi sur le coaching. Peut-être, je pense qu'il y a des moments, des choix que, voilà, peut-être que les joueurs qui prennent beaucoup de choix n'ont pas toujours été justes dans leurs choix. Je pense qu'on a peut-être touché là aussi une limite de chacun donne son avis. À un moment donné, quand il y a des ballons importants à jouer, il peut pas y avoir 4 ou 5 personnes qui donnent leur avis. Il doit y avoir une prise de décision qui est faite. Voilà, moi c'est plutôt ça. Après, j'ai trouvé que par exemple, on était vulnérable dans le secteur défensif, mais je pense aussi que c'est un mal français depuis déjà un certain nombre d'années. Et pareil dans les clubs. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs français me marquaient beaucoup de buts, mais sont un peu plus négligents sur les tâches défensives. D'ailleurs, ce qui a permis, à mon sens, de retrouver de la qualité dans notre jeu, c'est le repositionnement de Karl Conan en défenseur prioritaire et le passage de Valentin Porte, qui sont 2 excellents défenseurs, qui défendaient à l'aile et qui a défendu sur le poste 2 et qui a amené beaucoup plus de solidité. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, dans le sport moderne, marquer des buts, faire le spectacle, faire le show, c'est ce que les gens demandent. Mais à un moment donné, quand on arrive au très très haut niveau, il y a un certain nombre de bases sur les fondamentaux qu'il faut respecter. Et d'autant plus que les nations en face de nous continuent de progresser et de monter en gamme, et donc forcément le niveau s'élève à tous les niveaux. Pascal Héouzan. Non, c'était en fait ce que vous venez de dire. Vous illustrez parfaitement la dernière passe parce que vous dites coaching, peut-être pression. Là, il y a un vrai manque de réalisme qui peut être lié aux deux. Oui, certainement. Mais après, il y a, vous savez, des fois, il y a des manières de coacher et de diriger des équipes qui vous permettent de gagner. À certains moments, ça vous fait pas gagner. Donc, c'est toujours compliqué de le dire. En plus, moi, j'ai jamais été sélectionneur, donc je peux pas vous parler de ce que je ne connais pas. Moi, ce que je sais, c'est comment on fait quand on coach 60 matchs ou 70 matchs dans la saison. Et je pense qu'à un moment donné, même quand vous avez des joueurs très très forts, ils ont par moment besoin peut-être d'un peu plus de directivité dans certains choix, dans certains moments. Et surtout quand on est dans des phases de jeu qui sont des phases de jeu où l'émotionnel prend le dessus. Et aujourd'hui, la vraie différence dans le sport de haut niveau, dans les sports co, c'est beaucoup la maîtrise émotionnelle. Et effectivement, je pense qu'on en a un petit peu manqué à certains moments. Merci beaucoup, Patrice Canaillet, d'être passé nous voir dans les vraies voix des JO. Vous vous régalez, Patrice Canaillet, avec ces jeux comme les amateurs et les fans de sport? Moi, je me régale à double titre. Je me régale comme amateur de tout. Comme amateur de sport et comme voilà. Et je trouve qu'on a des jeux extraordinaires. Et puis après, comme élu de l'Occitanie, je trouve qu'on a des jeux qui mettent en avant l'image de la France d'une manière fantastique. Et en plus, pour le moment, un tiers des médailles françaises proviennent des sportifs d'Occitanie, donc je suis ravi. Ouais. Et des Bretons, peut-être. Voilà, peut-être la Bretagne. Non, tout le monde, non, mais toutes les régions sont belles, mais vous me permettez d'être un peu plus chauvin. Oui, on vous pardonne, Patrice Canaillet, c'est moi qui vous le dis. Allez, à très bientôt. Merci infiniment d'être passé nous voir dans les vraies voix des JO. On s'arrête un court instant et on continue avec Pascal Héouzan, Marion Cligny, Antoine Mazer. On va revenir aussi sur les épreuves de breakdance qui arrivent en fin de semaine dans les compétitions. À tout de suite. C'est jugé comme patinage. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Christine Bouillot. Et on est avec les vraies voix des JO, les membres du collectif des championnes et champions français, Pascal Héouzan et Marion Cligny. Ce soir, dans un instant, on va ouvrir le dossier du breakdance. Pas du hip-hop, le breakdance qui arrive, compétition officielle. C'est la première fois qu'ils sont inscrits, ces athlètes. Ça commence samedi et dimanche. Non, c'est vendredi, samedi.
Vendredi, samedi, je crois. Ouais, vendredi, samedi. Les compétitions breakdance, on va y revenir. Est-ce que c'est un vent nouveau aussi pour les épreuves aux Jeux Olympiques? Voilà, on vient de briefer aussi va dire l'élimination de l'équipe de France de handball tout à l'heure face à l'Allemagne, un petit but dans les prolongations, à l'issue de la deuxième prolongation. Du côté des basketteuses féminines, ça se passe comment le France-Allemagne? Ça se passe bien pour les filles du côté de Lille, l'équipe de France, du côté de Bercy. On a changé, maintenant on est passé de Lille à Bercy. Ça se passe bien, 26-19. Il reste 9 minutes dans ce second quart-temps. Elles ont plutôt bien négocié, les coéquipières de Marine Johannes. À l'instant, un 3 points de l'équipe de France, 29-19. Et donc les filles, pour l'instant, qui mettent la pression sur les Allemandes. Et il faut tenir maintenant pour ces Françaises. Le petit point négatif, c'est que quand même les tribunes, notamment c'est nos confrères qui nous rapportent ces images qui sont sur le terrain, c'est que la plupart des tribunes, notamment hospitalité, VIP et invités, sont dégarnies pour soutenir les Françaises. Par contre, tout le reste est très garni. Et donc forcément, ça donne un petit côté de Bercy où c'est tout vide. Ouais, absolument. Donc ça, c'est un petit peu regrettable. C'est dommage, hein. Les Jeux populaires. Ouais. Bah oui, mais le prix des places. Si je peux me permettre. Moi, j'ai regardé les prix des places pour la cérémonie de clôture. Ça va de 600 à 1200, 1600 euros. Pour dimanche. Pour 2 heures de spectacle. Pour 2 heures de spectacle, ouais. Il y a 2 jours, on a abordé le problème entre Vincent Collet et Erwan Fournier. Et on savait pas trop si c'était. En tout cas, il a fait un super match, Fournier. Hein, il a fait un super match. Son dernier panier est majestueux. Oui, parce qu'il a dit à la fin, il a dit tout le monde est dans le même bateau, y compris le coach. Donc, du coup, je pense que cette petite embrouille, elle a eu du bon. Alors, est-ce que c'était une embrouille ou est-ce que c'était la thèse de Robert Leroux de dire c'était pour le titiller et le faire réagir? En tout cas, il a réagi. Une petite information aussi en golf, hein, c'est du golf féminin, c'est Céline Boutier, vous savez, la championne de golf française, qui termine la première des 4 journées de compétition avec une excellente carte de -7. Elle est seule en tête pour l'instant, la française. Donc on espère potentiellement, après la belle 4e place de Pérez, une française, notamment Céline Boutier, qui a remporté quand même pas mal de trophées récemment, et espère pouvoir apporter une belle médaille à l'équipe de France, et ça part bien dans cette première journée. Voilà, et ce soir donc 2 combats, le combat de boxe avec le Français Sofiane Oumia, qui est grandissime favori de sa finale olympique des moins de 63,5 kg, et demain l'autre Français aussi, Bilal Antoine Benama, qui sera également en finale de la boxe, cette fois dans une catégorie beaucoup plus légère, et moins de 51 kg, et qui sera, là n'est pas favori, mais c'est à suivre. -7, c'est énorme au golf, hein, c'est un résultat de mec. Hein. Ah oui, non, c'est une super carte. Moi, j'y connais rien du tout. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Bon, voilà, c'est ce que je veux savoir. Dites-moi, mes chers Vrévois, vous avez peut-être un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, mais je voudrais juste savoir, on parlait tout à l'heure avec Patrice Canaillé pour Nicolas Karabatic, est-ce que c'était pas le tournoi de trop compte tenu de sa carrière? Ce moment où on se dit, on en parlait, où on se dit, je suis à l'apogée je suis au sommet de ma carrière, je dois arrêter, mais quand est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que c'est compliqué, ça, comme question, Marion? Déjà, quand on commence à se poser des questions sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire à l'avenir, est-ce que je suis là pour les bonnes raisons? On sait déjà que ça commence à nous titiller, mais que eux ils gagnent ou perdent, ça, a priori, ça n'a rien à voir avec la sélection de Nicolas. Ils avaient besoin de lui, mais peut-être ils ont fait une erreur de casting. Il était peut-être pas dans le bon endroit. Peut-être l'équipe aussi avait besoin plus de clarté dans le coaching. Ils n'étaient pas très lucides. Ça me revient souvent. J'ai pas vu un seul de leurs matchs parce que j'ai pas pu, mais j'ai l'impression qu'il leur manquait le petit truc, peut-être une directive claire, parce qu'il y a les émotions qui prend l'au-dessus. Donc, j'ai pas répondu à ta question. Quand est-ce qu'on sait? Quand la raison pour laquelle on se lève tous les matins, c'est pas ça. On le sait. Et c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai pour histoire d'avoir gagné mon 2e titre mondial, je m'étais dit, si j'avais une compète juste derrière, si je la gagnais, j'avais tout gagné. Et ça me faisait peur d'arrêter, parce que je me suis dit, à partir du moment où on gagne tout, qu'est-ce qu'on fait après? Donc ça m'a fait peur, je me suis pété. Quand je me suis pété, donc j'ai eu peur parce que j'ai eu un très grave accident, j'aurais pu laisser la peau, je me suis dit, enfin, ça y est, tu l'as, ton nouveau challenge. Donc je suis reparti pour 3 ans, pendant 3 ans j'ai perdu toutes mes compétitions, j'ai réussi à regagner champion d'Europe, et après je me suis dit, là il faut que j'arrête. Mais donc il faut que j'arrête parce que là j'en ai chié pour revenir, et je voulais plus recommencer ça, mais c'est hyper compliqué. Et c'est vrai que c'est mieux d'arrêter sur une bonne perf. Et il y a la culpabilité aussi. Mais bon,
tant qu'on est au sommet, on a envie de rester. Regardez Teddy Riner, il est au sommet, il veut continuer. Mais est-ce que voilà, il aimerait continuer, mais est-ce que finalement l'échéance est loin? À quel moment on dit on aimerait arrêter sur un succès? Je crois que, comme dit Marion, en apothéose. Franchement, c'est que l'entraînement, c'est super. Il faut bien que les gens comprennent que le haut niveau, c'est super dur. C'est pas parce que tu es en haut, c'est facile de rester en haut. Parce que c'est plus facile de viser le haut que de rester en haut. Parce que tous les entraînements qu'on fait, alors je sais pas dans d'autres sports, mais tous les entraînements qu'on fait chaque jour, c'est de la souffrance. Et le plaisir, le vrai pur plaisir, c'est la compète, en tout cas pour ceux qui sont compétiteurs. Mais ça n'arrive que 2-3 fois par an. Mais les 300 autres jours d'entraînement, c'est de la douleur, c'est de la souffrance. On sort de l'entraînement, on dit putain, j'en ai chié, ça, j'en ai marre. Enfin voilà. Si on est à la radio, fais gaffe à ce que tu dis. Pourquoi on le fait? Et plus on avance dans l'âge, et plus on a envie de faire autre chose à côté, quoi. C'est la vraie question. Allez, on s'arrête un court instant et on vous retrouve les vraies voix des JO, Pascal Héouzan, Marion Cligny, Antoine Mazère. On ira faire un tour, évidemment, du côté du basket féminin, voir comment ça se passe, ce France-Allemagne. Il y en aura un autre demain pour l'équipe de France de hand féminin. Et ce soir, il y a aussi du volley très important avec les garçons. France-Italie. Voilà, France-Italie. On arrive dans le dernier carré pour les sports collectifs. À 20h. Grand pourvoyeur de médailles et on l'espère et on croise les doigts tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui essorent la salade, rincent les tomates, coupent la feta, égoutent le maïs, ajoutent du sel, du poivre, un peu d'huile. Et avec les vraies voix des JO ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français, Pascal Héouzan, Marion Cligny, Antoine Mazère. Dans un instant, on ouvrira une séquence avec un personnage clé qui, pour les moins de 30 ans, ne dit peut-être pas grand-chose parce que c'est lui qui a fait venir le hip-hop en France avec une émission culte qui s'appelait HIP HOP. Et le résultat de son investissement et de ce qu'il a apporté, un certain Sydney, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on a des épreuves de breakdance aux Jeux Olympiques de Paris. On va raconter toute l'histoire et l'historique dans un instant avec Sydney Dutec qui est avec nous et qui va nous rejoindre, mais aussi Pascal, parce qu'il connaît bien les coulisses de toute cette aventure. Avec vous, mon cher Antoine, on a aussi le côté pile et le côté face. Côté pile. Deux histoires à vous raconter. Je voulais vous parler, tout à l'heure, on en parlait dans le quiz, mais d'Alice Finot, je voulais vous reparler d'elle parce qu'elle a fini 4e hier du 3000 mètres steep et nouvelle détentrice donc du record d'Europe et du record de France de la discipline. Alice Finot a prolongé sa soirée de rêve en posant un genou sur la piste du Stade de France. Pourquoi? Pour demander en mariage son compagnon espagnol hier soir. Je m'étais dit que si je courais sous les 9 minutes, elle a couru 8 minutes 58, ça s'est joué à 2 secondes. Mon chiffre porte bonheur, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, je n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Il ne l'a pas encore fait, je me suis dit que c'était peut-être à moi de le faire. À l'inverse du duo de... Vous vous rappelez ça, c'est les hommes, ils ont du mal. À l'inverse du duo de voile, Charline Picon et Sarah Steyer, c'était la Française de 33 ans qui a osé effectuer sa demande en mariage sur la piste du Stade de France. Et bien sûr, il a dit oui. C'est bien. Ça fait il va y en avoir des mariages après tout ça. D'un autre côté, vous ne pouvez pas dire non devant 40 000 personnes. 80 000. Bon, si. Pourquoi pas? Bon, vas-y, toi. Personne m'a demandé. Non, ça m'intéresse pas. C'est terrible. Tu me donnes combien? Et le côté face. Oui, c'est un influenceur et 3 de ses amis qui infiltrent les Jeux Olympiques en se faisant passer pour des athlètes de quel pays? Du Sergueïstan. Qu'est-ce que c'est que le Sergueïstan? Ils ont inventé une nouvelle délégation présente aux Jeux Olympiques, le Sergueïstan. Donc c'est un spécialiste des canulars et des vidéos humoristiques. C'est Mehdi Gibril qui se fait passer depuis quelques jours pour un athlète de cette fausse délégation. Tenue bleue et jaune floquée, Sergueïstan officiel. 4 prétendus athlètes, tous prénommés Sergueï. Des vidéos qui cartonnent sur TikTok avec plus de 3 millions de vues. Écoutez. Je viens de faire passer pour des athlètes des JO avec un faux pays. Première étape, créer des tenues crédibles. Et voilà. Deuxième étape, rencontrer notre public. Et abonne-toi pour suivre les histoires du Sergueïstan. Ouais, ils ont été victimes de leur succès. Il y a même une journaliste brésilienne qui leur a proposé une interview pensant que c'était une vraie délégation. Au Club France de la Villette, les Parisiens, donc ce groupe d'amis se font arrêter toutes les 30 secondes pour prendre des photos et montrer sur la carte où se situe le Sergueïstan. Ils disent que c'est entre l'Ouzbékistan et le Kakistan. Et c'est vrai qu'ils s'appellent tous Sergueï. Ils ont eu à la maison de l'Inde, à côté du Patreon du Club France, vers la Villette, ils ont eu une présentation officielle se faisant passer pour des vrais athlètes. Ils ont été acclamés, c'était la foule était en délire pensant voir des vrais athlètes. C'était énorme. Ce qui aurait été dingue, c'est qu'il fasse sa cérémonie d'ouverture. Là, ça aurait été excellent. Là, il y a quand même un petit filtre. Là, il y a quand même au niveau des drapeaux et de la délégation. Ils auraient été en bateau à la rame. Je pense qu'au niveau du Quai d'Orsay, ils auraient cherché le drapeau aussi en se demandant. Ils auraient eu un drapeau, ils auraient inventé. Ils ont du culot. Mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est rigolo.
Voilà. Quoi, hein. On va peut-être inventer une tenue aussi. Sud-Radio-Stan. Le radeau Sud-Kistan. Non, Sud-Kistan. Mais le Sergueïstan, c'est ça. Sergueï. Ils s'appellent tous Sergueï. Et il s'appelle comment l'influenceur, le TikToker? C'est Mehdi Gibril. Mehdi Gibril. Bon voilà, en France on n'a pas de pétrole, mais on a beaucoup d'idées. Ça c'est clair. Allez, dans un instant, on va parler avec vous des épreuves de breakdance qui arrivent. Ce vent nouveau de ces épreuves dites urbaines qui s'installent ici pour les Jeux de Paris. Mais est-ce que vous avez un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, mes chers Vrévois? Marion. Alors, plusieurs coups de gueule, plusieurs coups de cœur. Un petit coup de gueule déjà pour le parti de breakdancing, comment ça va être jugé? Parce que ça me On va poser la question. Semble pas très nette l'histoire, c'est des juges et il n'y a pas de configuration. En fait, comme Marion est une fille du vélo, c'est un chrono et le chrono est quand même plus facile à gérer. Non, c'est pareil en gym ou en patinage. Tu as des difficultés à faire qui sont imposées, tu as des parties, des routines qui sont imposées. Là, j'ai l'impression que c'est rien. C'est un peu comme The Voice, on te donne un buzzer rouge ou vert pour voir si tu passes ou pas. Il faut qu'on demande à ton copain qui s'appelle Sidney. Voilà. L'autre coup de gueule, c'est le manque de clarté de la part de Monsieur Bach, encore une fois, par rapport à tout ce qui est inclusion, exclusion, exclure les femmes. Patron du CIO, on l'appelle Thomas Bach. Oui. Voilà, pour situer pour situer pour nos auditeurs. Président comité international. Grand Manitou. Voilà. Qu'il n'ose pas, dès qu'on parle des parties intimes ou sexuelles, j'ai l'impression que ça le met dans tous ses états et qu'il refoule ça sur les fédérations internationales. Je trouve que c'est à lui et tout le groupe de IOC, le CIO, de prendre la décision de ouvrir un groupe de recherche, mais je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à là, mais on parle d'inclusion, il y a aussi exclusion des femmes biologiques de leur propre catégorie et de protéger leur catégorie. Point. Et coup de cœur, c'est pour la découverte que je fais de tous ces nouveaux sports. Le rugby à 7, je connaissais pas. Le basket 3 sur 3, je connaissais à Chicago. Il y avait ce qu'on appelait des pick-up games. C'était le soir dans les parcs. Il y avait 2 sur 2, 3 sur 3. Et ça, c'est énorme. Je trouve énorme que c'est au jeu. Et il y a d'autres sports que je découvre et je trouve ça fabuleux. Pascal ? Alors moi, pour très vite coup de cœur, c'est l'escalade. Ah oui, vitesse. Je trouve ça mais phénoménal. Plus vite que Spider-Man. Que Spider-Man. Ah ouais, c'est un truc de fou. On a presque l'impression qu'ils font oublier que qu'ils marchent sur le mur comme on pourrait marcher sur le mur qui est incliné en sens inverse. Il y a une vitesse 4,60, 2 records du monde hier, 2 fois éclaté et le mec qui l'avait l'a repris en 4,75. Enfin, il monte en 5 secondes 20 mètres, c'est un truc de fou. Devant votre micro, Pascal. Oui, pardon. La distance des murs, c'est je sais pas, 15 mètres, 20 mètres, non, je sais pas. Non, on va vérifier du côté du Bourget. Du Bourget, mais je pense qu'on est plutôt à 20 mètres. Et sinon, mon petit coup de gueule rapide, c'est cette petite trixte qu'il y a eu entre David Douillet et la ministre sur les primes. Alors, on y revient. 15 mètres, la hauteur. 15 mètres, en moins de 5 secondes. Hein. Ouais. C'est monstrueux fort. Ouais, bon, David qui dit que c'est indigne et choquant de fiscaliser les primes alors que ça s'est fait sous son mandat. Oui. Les mecs, il faudrait peut-être qu'ils s'occupent. Bon, alors c'est vrai que à sa défense, il a tenu que 8 mois au ministère des Sports, donc peut-être il était pas au courant de tous les dossiers. Donc voilà. Et puis la petite réponse qui a été donnée par Amélie Oudéa-Castéra, qui dit que les sportifs veulent être des citoyens comme tout le monde, donc payer des impôts c'est un peu normal. Alors moi j'ai envie de lui dire, les citoyens normaux, ils ont une retraite normale. Ah voilà. Ouais. Oui, soulignez ça en rouge fluo, jaune fluo et tout ce qui va avec. Mais voilà, cette histoire de prime, effectivement, c'est quand même assez cocasse. Toujours est-il qu'à l'époque, ça avait été décidé aussi en expliquant que la fiscalisation venait du fait que les athlètes utilisaient des installations sportives publiques et donc payées par le denier commun, donc ils participaient comme tout un chacun, machin. Ça, c'est l'explication qui avait été donnée à l'époque quand ils ont posé il n'a pas su donner le chiffre, mais moi je vous l'avais calculé l'autre fois. Il faut arrêter de faire croire que les sportifs, on leur fait des cadeaux. 80 000 euros sur 8 ans. J'ai pris 8 ans parce que je me suis dit 8 ans c'est la préparation pour les Jeux Olympiques, ça fait 4,50 € par jour. Par jour de préparation. Voilà. Brut. Voilà. Le SMIC, il est à 13 €. 13 €. Un petit peu plus de là, c'est par jour.
Voilà, donc ça c'était le petit coup de canif de Pascal, mais c'est vrai que cette histoire de fiscalisation des primes, et on rappelle aussi que pour ceux qui vivent à l'étranger, comme Léon Marchand, ces primes seront, on va dire, amputées d'à peu près 15 ou 20% du fait d'être résident à l'étranger, et donc il ne recevra pas 80 000 euros, mais on va dégréver le fait qu'il soit fiscalisé à l'étranger. Je rectifie mon erreur, j'avais calculé 6 heures par jour, enfin 365 fois 8, donc c'est 4,50 € de l'heure. Est-ce qu'on est considéré comme résident à l'étranger si on est là-bas pour les études? Parce qu'il n'a pas une... Alors, je ne suis pas avocat fiscaliste présentement, donc je ne suis pas sûre. Parce qu'il est logé par la Mais pour ceux qui sont résidents et à l'étranger, il y aura, à préciser le ministère, un dégrèvement. En tous les cas, une partie sera enlevée pour tenir compte de cette fiscalisation et que ça revient dans l'impôt sur le revenu. Voilà. Allez, on va s'intéresser au breakdance. On va faire du hip-hop. Si ça vous parle plus, hein, parce qu'il y a une génération, il y a 2 styles de génération. Voilà, et c'est à suivre dans les vraies voix des JO. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Conforama, on s'engage à 100% pour vous offrir la meilleure des rentrées. Avec des prix coûtants sur une sélection de produits. Meubles, déco, électroménager. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Conforama. Jusqu'au 26 août, voir conditions sur conforama.fr. Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+. Sud Radio. Il était une fois la reine du barbecue affolée devant son frigo dépourvu de viande à griller. Fort heureusement, son ami lui acheta 12 chipolatas aux herbes à 4,49 € la barquette de 660 grammes chez Aldi. Ah, quel sauveur celui-là! Et puis beau gosse en plus. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, viande de porc français, 6,81 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix Sud Radio, les vraies voix des JO ce soir, toujours avec le collectif des championnes et champions français, Pascal Héouzan, Marion Cligné, Antoine Mazer, qui a l'œil sur tous les résultats de tous les terrains en ce moment. Ça se passe toujours bien pour nos basketteuses. Oui, 40-24 à 1 minute 57 de la mi-temps. Plus 16 du coup pour les filles de l'équipe de France, mais quand même attention parce que c'est pas fini toujours avec les Allemands. Se méfier jusqu'aux dernières secondes. On a vu tout à l'heure en handball et on va vous donner les résultats de cyclisme sur piste. On est en train de mettre à jour tous les résultats. D'accord. Parce que là aussi Marion suit ça de près. Alors on va voir dans un instant Sydney qui est un des porte-drapeaux, l'homme qui a importé le hip-hop en France, qui va nous rejoindre. On va lui passer un petit coup de fil. Il est en ce moment dans les transports. On va la voir. C'est ce sport effectivement qui va apparaître pour la première fois aux Jeux Olympiques, le breakdance, le breaking, c'est ça comme ça qu'on dit, Pascal? Apparemment aujourd'hui oui, c'est plus breakdance, c'est breaking. Voilà, c'est arrivé, il y a une fédération tout à fait officielle, il y a une préparation olympique qui a été menée, mais l'histoire est assez longue, hein. C'est un sport qui vient de la rue et qui aujourd'hui se retrouve en compétition officielle. Exactement. Et en France, en tout cas, ça a commencé, alors bien sûr avec Sydney et son émission HIPHOP, mais en tout cas, dans la partie sport, ça a commencé à l'INSEP avec un groupe de gymnastes qui s'appelait les Acrobatic Force, dans lequel moi je faisais partie. Ouais, c'est ça. Et en fait, Sydney nous a découvert, il est venu nous voir à l'époque, etc., etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait 3 ou 4 émissions avec lui, dans laquelle on a rencontré pour la première fois Madonna, par exemple. Qui vous a proposé de venir en tournée avec vous, et vous avez dit non parce que vous aviez compète. Alors ça, je comprends pas, moi, Bernard. Non, j'ai alors déjà pour la petite histoire, bon, c'était l'époque où elle débarquait en France avec sa chanson Holiday, donc c'était pas la Madonna qu'on connaît aujourd'hui, hein. Elle démarrait sa carrière. Et puis vous aviez pas le nez creux à ce moment-là. Vous auriez pu être danseur de Madonna pendant des années. Exactement, elle nous l'a proposé. Elle nous avait dit, ouais, vous êtes meilleur que les Américains, si vous voulez, vous partez avec moi en tournée. Et puis, le problème, c'est qu'on avait Patrick Mathioni qui préparait les Jeux de 88, puisque là, on était en 84. Et puis, moi, je me mettais au tumbling, etc., etc. Donc, on était déjà bien ancrés dans des disciplines où on avait envie de réussir. Et nous, le break, c'était notre truc de fin d'entraînement où on s'éclatait et où on rigolait, quoi. Mais avant tout, on faisait du sport de haut niveau, on faisait de la gym. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif parce que c'est devenu vraiment du sport de haut niveau. Alors, ce sont de vrais athlètes, hein, avec une préparation comme il se doit. Le breaking, donc je le rappelle, hein, ça a été en 2020, on a introduit le skateboard, le surf et l'escalade. Paris inscrit maintenant le breaking. C'est donc une volonté de rajeunir, de changer, parce que quand on rajoute des sports, il faut en enlever aussi. C'est le revers de la médaille, mais c'est aussi une volonté de
rajeunir et d'attirer un nouveau public. Alors, quand vous dites, en rajouter pour en enlever, on a rajouté certaines disciplines en natation, en canoë, là on l'a vu tout à l'heure, etc. On n'en a pas enlevé pour autant, et ça n'empêche que le karaté n'aurait jamais dû sortir. Oui, mais après, il y a Voilà, après, moi, ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est qu'on va faire rentrer le break, et je pense que c'est une discipline qui peut mériter d'être, mériter d'être olympique, si ce n'est que je pense qu'ils ont des progrès à faire sur le plan du jugement. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'apparemment ils vont rester qu'une fois, puisque Los Angeles, je crois pas que ça a été reconduit. C'est malheureusement, effectivement, c'est un sport qui va arriver au jeu et qui va effectivement ne plus être inscrit à Los Angeles, alors que c'est en plus un sport fortement inspiré des États-Unis. C'est ancré, ça vient du Bronx. Ça vient du quartier noir de New York depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un sport américain par excellence. Enfin, après la question est-ce que le break, alors le break, oui, le hip-hop, c'est culturel, c'est le phénomène hip-hop, c'est de l'artistique, c'est de la danse, etc. C'est quoi la différence ? Le hip-hop, c'est le mouvement. Vous voyez, c'est un mouvement. Vous savez que le hip-hop a été porté pendant très longtemps par Afrika Bambaataa, qui est considéré comme le père du hip-hop. Et vous savez qu'à l'ONU, ils ont un siège, le hip-hop, ils ont leur petit bureau, etc. Parce que c'est un mouvement qui a été mené. Afrika Bambaataa, pour la petite histoire, il était frère de quelqu'un d'un gang qui s'est fait assassiner. Et donc, il a créé ce mouvement pacifiste pour sortir les gens du ghetto et surtout pour sortir de la rivalité. Donc, le break, c'est une baston. Ils se battent en musique. Vous voyez bien que c'est assez agressif quand ils se regardent, bim, c'est battle. C'est la battle. C'est ça, l'univers du break, c'est qu'on se bat, mais on se bat sur de la musique et en dansant. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde ? Comment ça va se passer ? C'est des épreuves qui vont se dérouler donc en freestyle, ce qu'on appelle en artistique libre. En un contre un, je pense, en battle. De toute façon, l'un en face de l'autre, et puis il y en a un qui est éliminé. Alors je crois, j'avais vu les championnats de France. Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'ils ont plusieurs rounds. Il me semble. Je sais pas, Antoine, tu me dis si je me trompe. Oui, il y a plusieurs rounds, il y a des qualifications et une ou deux manches ou trois manches, je sais plus. Enfin bref, en tout cas. Et on explique aux auditeurs, c'est qu'on lance un morceau de musique que l'athlète ne connaît pas. Non, absolument pas. Ah oui. Et c'est pas une routine préparée, c'est quelque chose, c'est une improvisation. C'est de l'impro. Et en plus, dans l'espèce de chorégraphie qu'il va y avoir, il y a des primes si tu fais ta figure, tu fais des tours sur la tête, tu fais des mouvements comme ça, que tu finis sur le tempo de la musique, c'est récompensé. Et c'est 5 juges qui notent sur 6 critères: la créativité, la personnalité, la technique, la variété, la performance et la musicalité. Ouais, mais par contre, c'est hyper subjectif. Ouais. C'est des sports, c'est des juges. Non mais là, si tu veux, quand tu prends du plongeon, il y a la note technique, l'entrée à l'eau, etc. Il y a des trucs qui sont bien précis et chaque chose vaut un nombre de points. Ça ressemble un peu au plongeon. Les différences. Ça ressemble un peu au plongeon. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de code. Ce que je sais aussi, c'est que alors ce qui impressionne le plus le public, c'est tous les mouvements gymniques tels que tout ce qui parle Thomas, les trucs sur les mains, etc. Mais chez eux, ils aiment pas trop parce que ça ressemble trop à de la gym. Donc ils sont plus sur le flow, etc. Donc moi il y a une partie sportive qui est pas forcément valorisée. J'ai l'impression que dans ces compétitions-là, c'est encore plus l'artistique qui est valorisé. Et je crois que les jeux vont leur apporter ce côté sportif de plus en plus, quoi. Voilà. Ce sont des anciens gymnastes, la plupart, pas forcément. Non, c'est vraiment des mecs de la rue. Et ce qui est super étonnant, c'est que nous, on arrivait avec la gym en 80, parce qu'on a fait la première Coupe du Monde à Stuttgart en 84. On représentait la Belgique à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de France. Et on a été disqualifiés parce qu'on faisait déjà trop de gym. C'est-à-dire que nous, on est arrivé, on a apporté le Thomas de la gym. Vous savez, le truc sur les mains, jambes écartées, là. C'est-à-dire on tourne. On tourne sur les mains. Eux, ils étaient en appui sur les coudes. Nous, on s'est mis sur les mains. Et en fait, à l'époque, on faisait des saltos en plus. Donc, ils nous avaient dit, écoutez, vous faites un peu trop de gym, là. Et on avait été disqualifiés. Et ce qui est paradoxal, puisque on a été copiés partout après et que maintenant, ils sont tous sur les mains, quoi. Alors on essaye d'avoir Sydney qui a apporté effectivement le hip-hop à la télévision. D'abord, on va écouter la légendaire musique de ce générique. Si vous êtes né dans les années 70, dans les années même 80, souvenez-vous de ça. C'était tard à la télévision, je me souviens, c'était très tard. Non, c'était à l'heure de déjeuner. De déjeuner. Et il y avait des cours, ils faisaient des cours. Ouais. Et donc on apprenait à faire effectivement les mouvements avec les bras, le smurf.
ce mouvement qui décomposait, que tout le monde essaie la vague, parce que c'était la grande mode de pouvoir faire ça. Et lui, Sidney, Pascal, il a vraiment apporté ça dans, on va dire, la scène française. Il a été très fort parce que à peine ça s'est créé, à peine il est arrivé, à peine il l'a passé à la télé. Eh ben, on va lui poser la question parce qu'il est avec nous. Sidney, bonsoir, on vous a retrouvé. Oui. Salut Sid. Vous êtes sorti. Eh ben, et vous? Très bien. Ça va, Pascal? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis content de t'avoir. Alors, oui, de justesse. On vient de passer la musique du générique pour resituer un tout petit peu qui vous êtes dans l'univers du hip-hop et du breakdance. Mais on va dire que si le breakdance est à Paris aujourd'hui en discipline olympique, vous en êtes un peu responsable. Alors, c'est très gentil. Oui, bien sûr, quelque part. Mais je suis pas tout seul responsable de cela. C'est aussi toute cette génération qui m'a suivi et qui a continué le chemin. C'est important aussi, quoi. Ouais, et ça représente quoi pour vous, que ce soit au jeu aujourd'hui, Sidney? Écoutez, c'est comme le plafond de verre. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est la plus belle des récompenses et des reconnaissances envers cette culture et envers ce que j'ai fait aussi, quoi. Donc c'est personnel et en même temps c'est pour la culture. Donc je suis doublement heureux, on va dire. Je pense pas qu'il puisse nous arriver encore de plus belles choses que celle-là. Voilà. Ouais. Comment ça va, Pascal? T'es optimiste, t'as suivi un peu. Est-ce que tu penses que l'équipe de France, ça peut cartonner? Il faut y croire, toujours croire en ce qu'on fait. J'ai toujours cru, moi, que le hip-hop allait durer, et finalement, ça a duré. On a 50 ans de hip-hop aux États-Unis, 40 ans en France, et même si c'était peine perdue, parce que putain de temps après l'arrêt de l'émission, les journalistes n'ont pas du tout cru en nous, ni les hommes de radio ou de télé. Ils se sont dit le hip-hop c'est fini en 86, et voilà, ça renaît de ses cendres, et on y a cru parce qu'on a continué, on est retourné dans la rue s'il fallait, et les jeunes ont continué à lutter. Donc effectivement, faut croire que voilà, pourquoi pas un Danny Dan qui nous gagne, qui devienne champion olympique, il le mérite très bien, et ce serait une belle récompense pour la culture. Ouais, c'est véritablement une reconnaissance, et certainement qu'il y aura un engouement. C'était nécessaire pour les JO de rafraîchir avec certaines disciplines. Il y a le skate qui est arrivé, le BMX, là maintenant le hip-hop, tout ça, ça donne un vent de fraîcheur, parce que bon, il y a des puristes qui disent ce sont pas des disciplines sportives. Parlez-nous de la discipline sportive du danseur de hip-hop. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que le patinage artistique, c'est une discipline artistique d'abord, parce que ça s'appelle patinage artistique. C'est aussi une discipline où il faut savoir danser, non seulement faire du patin à glace, et si on fait une similitude par rapport à la culture hip-hop, on est dans une discipline artistique d'abord qui est celle de la culture hip-hop, celle du breakdance, et que deuxièmement, on s'aperçoit que donc aux Jeux Olympiques, il y a des disciplines artistiques, donc pourquoi qu'il n'y aurait pas le breaking? Voilà, c'est aussi. En plus de ça, nous n'avons pas été, nous, demandeurs. C'est le CIO qui s'est dit, mais attendez, il faut qu'on rafraîchisse notre histoire, il faut qu'on rafraîchisse un peu, mettre du sang neuf aux Jeux Olympiques. Donc, ils sont venus nous chercher. Et en plus, pour répondre à ta question, Christine, parce que j'en ai fait un peu, c'est extrêmement, et en plus j'ai fait de la gym, donc je peux comparer. C'est extrêmement physique. Parce que les sets qui font de 2-3 minutes et tout, faut y aller, quoi. Et en plus, ça fait mal, il y a de la douleur, parce que tourner sur les poings, sur les coudes et tout ça, sur du dur ou sur la tête, c'est pas un cadeau. Faut être gainé, Exactement. Non, c'est vraiment un sport hors pair, on va dire, sur le plan physique. C'est vraiment une discipline qui méritait d'être à l'honneur, d'autant plus qu'elle est pratiquée par le monde entier, par tous les. Il n'y a pas un pays qui ne pratique pas le breakdance. C'est clair. Aussi cela. Il y a une reconnaissance totale pour cet art et donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une discipline olympique. Ils ont eu raison de venir nous chercher. Alors, donc Sidney, on est d'autant plus fiers. Oui. Sidney, comment se déroulera la compétition exactement? Qui choisit les musiques? Ça dure combien de temps? On a compris qu'il y avait plusieurs critères qui vont être évalués, mais comment ça va se dérouler en plusieurs étapes par catégorie? Alors moi, je ne suis pas du tout intégré au CIO pour vous dire exactement comment ça va se passer. Mais ça va se passer, je pense, comme un battle, mais le DJ aura ses choix des musiques. Ce sera pas fait, comment dire ça, exactement comme un battle normal. Mais j'ai pas les vrais critères, sauf ceux, effectivement, du jugement des danseurs, c'est-à-dire l'originalité, on connaît, la force, les power moves, les mouvements qui vont être exécutés en fonction de la force et du style dont ils vont être faits, et puis aussi, bien sûr, la qualité artistique de chaque danseur, de chaque b-boy et de chaque b-girl. Ça, c'est une chose que je sais auquel vraiment on a
demander une exigence particulière et que les membres du jury soient des membres du jury qui soient des gens de cette culture hip-hop. Donc pour ça, ils ont respecté toutes ces... Ils ont respecté ce que nous, on demandait vraiment. J'ai une question à te poser quand même là-dessus, Sid. Justement, est-ce que à partir du moment où ça devient olympique, tu sais que tous les sports gymniques, ils ont un code derrière, enfin il y a des trucs qui... Même au patinage artistique, tu as la note technique d'un côté, la note artistique de l'autre. Est-ce que le CIO a imposé en termes de jugement, parce que c'est vrai que là on a un peu la pression, moi quand je regarde un peu les compètes, les battles, que c'est un peu à la bonne franquette, c'est très subjectif, on lève une pancarte en disant oui ou non. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'ils ont demandé à ce que ce soit un petit peu plus structuré au niveau de la note ou... Alors je suis pas formel, et je sais qu'ils ont demandé vraiment que ce soit bien structuré déjà sur les plans des membres du jury. Et après, pour la notation, ça a été très compliqué parce que l'histoire des notations par, comment dire ça, c'est complexe parce que ça peut être un bon jugement par notation comme un très mauvais jugement. Donc franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Étant donné qu'on ne va pas intégrer cela, je n'ai pas été chercher plus loin, j'attends de voir comment ça se passe. Alors ça va se passer, on arrive quasiment au terme de cette émission, mais ça va se passer aussi au sein du parc urbain de la Concorde, sur cette place de la Concorde. Donc on imagine que voilà, le décor, l'ambiance, tout va bien autour de ça, et ça va être une ambiance, ça va être quelque chose de très spectaculaire. Déjà, là, depuis 2 jours que j'y suis, ça va être une très bonne ambiance parce que moi, déjà, j'étais au parc urbain pour présenter tout le BMX, présenter le breakdance, présenter tout cela déjà en prévision effectivement des championnats du monde, des championnats olympiques. Mais à partir de ce moment-là, moi je sais déjà que le public va être au rendez-vous et ça c'est génial. Vraiment. Tout à fait. En plus, si t'as fait DJ avec un mec comme toi, ça peut pas être naze. Merci beaucoup Sidney, merci beaucoup d'être passé nous voir dans les Vrivois des JO pour parler donc de l'arrivée de cette nouvelle épreuve du breaking pour la fin de semaine pour les JO. Merci à vous les Vrivois, et je me tourne vers vous Antoine parce que vous avez une bien triste nouvelle, je crois, à nous annoncer. On vient de le recevoir à l'instant, la Fédération française de rugby qui vient de nous envoyer un communiqué de presse avec une très vive émotion parce que Mehdi Nargissi, joueur du Stade Toulousain, en déplacement en Afrique du Sud pour disputer l'International Series avec l'équipe de France masculine des moins de 18 ans, est actuellement porté disparu. Tout à l'heure, vers 16h, il a été emporté par une vague alors que ses coéquipiers et lui sortaient d'une baignade au bord de mer, au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Les secours, bateaux et hélicoptères sont actuellement mobilisés pour retrouver Mehdi. Dans l'attente des recherches en cours, la Fédération française de rugby pense à sa famille et accompagne l'équipe de France moins de 18 et ses encadrants sur place. Une cellule psychologique est mise en place, mais c'est vrai que c'est encore une affaire dramatique pour le rugby français qu'on vient d'apprendre. Ouais, déplacement toujours un peu douloureux là. On espère que les nouvelles seront voilà. On vous tiendra au courant. On vous tiendra évidemment au courant. Oui. Bon, on pense à Mehdi, surtout à ses parents et à sa famille, et au Stade Toulousain et tous les joueurs qui le connaissent évidemment. Merci mes chers Vrivois. On termine sur cette triste nouvelle et on tiendra informer nos auditeurs aussi de ce qui va découler. À bientôt, à demain peut-être pour certains. Merci mon cher Antoine, merci beaucoup à la technique, Maxime pour la réalisation, Gauthier pour l'aide pour la préparation, et je rappelle également à l'occasion de la disparition de l'animateur de télé Patrice Laffont, on l'a appris cet après-midi, que nous allons rediffuser tout à l'heure à partir de 21h, et vous la retrouverez également en podcast l'émission de Patrice Laffont qui avait été reçu par Jacques Pessis, un moment très fort d'ailleurs entre les deux personnes, les deux hommes, sur la disparition de Patrice Laffont que l'on a appris aujourd'hui à l'âge de 84 ans.